On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui autour d'Isabelle Motro. Vous retrouverez Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Gaspard Proust et Olivier de Kersauzon. Enfin, ne vous laissez pas faire, Michalak. Mais je me laisse pas faire, il a pris ma veste en otage, regarde le bordel qu'il a fait avec, il a fait un nœud à la manche. Il a fait un nœud à la manche de Jérémy. Oh là, putain. Ça lui fait un nœud de plus, vous me direz, mais... Puis il a serré. Ah oui, t'as pas serré. J'ai pas serré. T'as pas serré là. Non. Olivier, c'est votre dernier jour aujourd'hui avec nous et regardez ces larmes qui perlent. Non, c'est vrai. Ah oui, c'est un déchirement pour moi. Jérémy commence déjà à pleurer et Jérémy, vous vous laissez faire par tout le monde en plus parce qu'il n'y a pas que Kersauzon qui vous maltraite. J'ai vu Fabrice Eboué aussi. Fabrice n'a même pas eu besoin de vous parler comme ça, d'une sorte de mouvement du menton. Il vous a montré la porte du studio parce qu'il fallait aller fermer la porte et vous vous êtes levé, vous êtes allé la fermer. Oh non, franchement, avec moi, je veux bien que vous pratiquiez comme ça. Ah oui, c'est la jalousie en fait. Mais d'accord. avec les autres, ça, c'est pas possible. Enfin, soyez pas aussi. Non, Non mais Fabrice encore m'impressionne, car je m'en fous, mais Fabrice m'impressionme. Ah, c'est vrai. Ouais, physiquement, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est musclé. Hein. Il est balèze, il va à la Eboué, salle là. de gym depuis quelques semaines là. Et puis il est noir. Et puis... ouais, c'est surtout ça. Ouais. J'ai quelques mails qui nous sont arrivés. Patricia m'a dit bonjour à tous, j'ai vu le spectacle de Fabrice Eboué au Havre. Pour moi, c'est le numéro 1. Au Havre. Ah, ouais. Ce qui me fait chier parce que je pensais que c'était moi, évidemment. Juste un petit message car je suis en train d'écouter l'émission du jeudi 25 février et je me faisais une nouvelle fois la réflexion, c'est Catherine qui écrit, que j'adore le rire de Joujou. Il est mi-outré, mi-amusé. C'est vraiment toujours un plaisir de l'entendre et c'est communicatif. Vous voyez, Catherine qui aime votre rire. C'est gentil Catherine. Merci. Moi aussi, j'en ai marre, comme Miller et bien d'autres, j'en suis sûr, d'entendre le chroniqueur Fabrice Eboué de répéter deux fois la même chose, à chaque fois. J'écoute sur podcast et quand je vois son nom, je n'écoute pas. Jetez-le, je vous en prie. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce tic verbal que vous avez de répéter deux fois. Juste de le remarquer. Deux fois la même chose. J'aime énormément votre émission, mais je voulais vous dire que vous êtes dangereux, et plus particulièrement Olivier de Kersauzon. En effet, hier, je vous écoutais dans ma voiture et je riais tellement des interventions de l'amiral que des larmes m'ont empêché de voir la voiture devant moi. Je suis rentré dedans, j'ai dû faire un constat. Je vous l'envoie par photocopie pour que vous puissiez me rembourser, Olivier de Kersauzon. Vous vous rendez compte un peu? Vous devez de l'argent aux auditeurs maintenant. À quand le retour de Gaspard Proust parmi vous? Ce n'est peut-être pas le plus bavard, mais certainement le plus brillant. Et ça continue. Alfonsi, vous avez dit une bêtise encore la semaine dernière. Le sida mental est une expression de monsieur Louis Pauwels. Et d'ailleurs, j'ai failli vous reprendre, je dois dire, la semaine dernière en disant, je crois que vous vous trompez, c'était l'éditorialiste du Figaro Magazine, Louis Pauwels, qui avait parlé de sida mental. Et absolument pas Robert Pendron. On a des tas de mails qui le confirment. Salut l'équipe. Merci à Laurent de nous avoir fait découvrir Gaspard Proust. Je suis allé le voir sur scène la semaine dernière et c'était vraiment génial. Je vous ai même aperçu en haut à la fin du spectacle. Bref, c'est un grand humoriste et il fait maintenant partie de la Dream Team d'On va se gêner, qui est selon moi Gaspard Proust, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou et Gérard Miller. Gérard Miller n'étant sélectionné que pour être souffre-douleur des deux cités auparavant. Ça va lui faire plaisir, franchement. Puis enfin une blague envoyée par, je crois qu'on la connaît, mais Olivier de Kersauzon qui maintenant travaille avec moi pour préparer cette émission. Olivier et moi on trie les mails ensemble. Il y a une telle complicité qui s'est créée entre nous, qui m'a dit non, elle est pas mal, celle-là tu devrais la garder. Alors il a insisté. Alors je la tente, allons-y. Je pense que tu vas la comprendre. On n'est pas sûr, essaye quand même. Jésus revient sur terre, il entre dans un café. Salut les gars, je suis Jésus, je suis redescendu sur terre. Oh, je te crois pas, il dit un type. Ah oui, c'est vrai, je suis Jésus, prouve-le que t'es Jésus. Un handicapé passe par là dans son fauteuil roulant. Jésus lui met la main sur l'épaule et le paralytique se lève et marche. Un aveugle boit sa bière, Jésus lui met la main sur les yeux et l'aveugle retrouve une vision 10 sur 10. Jésus s'approche d'un troisième garçon qui est là au bar. Ne me touche pas, dit le troisième garçon. Mais pourquoi donc? Je ne te veux aucun mal, seulement te guérir, lui dit Jésus. Ne me touche surtout pas. Je suis fonctionnaire en congé maladie depuis seulement 3 semaines. Voilà, celle-là elle plaisait à Olivier, alors. Merci. Je vous en prie, Olivier, c'est pour vous. 2 auditeurs patientes au téléphone, Céline et Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour.
bonjour. Ah bah Céline va beaucoup plaire à Olivier de Kersauzon puisqu'elle est... Ah bah non, je pensais que c'était Saint-Malo, mais c'est Saint-Malo de Baignon. C'est où ça, Saint-Malo de Baignon? Alors c'est entre Rennes et Vannes, mais c'est en Bretagne. Hein. Ah oui, Oui. donc il y a un deuxième Saint-Malo alors. Oui, c'est ça, dans les terres. Dans les terres. Ouais, Voilà. très joli. Ça- Avec son épisserie, Ah non, pas sa d'épicerie. non. cathédrale, son Il n'y métro. a pas d'épicerie à Saint-Malo de Baignon? Non, il y a juste un bar. C'est vrai, le principal. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors, Céline? Alors, moi, je fais des ventes privées à C'est là qu'elle domicile. répond, je tiens l'épicerie. Je tiens le bar. Alors, vous faites dans la vente par correspondance? Non, à domicile. Ah, à domicile. Voilà, Et- donc pour une marque qui s'appelle H2O et puis des bijoux, voilà. Ah non, un peu, voilà, vous allez faire des réunions du terroir en quelque sorte, un peu. C'est ça, c'est ça. Comme les Voilà. produits Avon dans le temps, je pense que ça existe Ah, encore. toujours, ça existe toujours. Ça existe toujours les produits Avon, c'est Ouais. génial. Moi j'avais un savon en forme d'hippopotame vert. J'adore les détails de ta vie de quand t'étais petit. Ah, il adorait devrait faire un livre il adorait se laver avec des la trompe. photos de l'hippopotame. Vous n'avez pas acheté des produits Avon? C'était génial. Non. C'est ma grand-mère qui faisait représentatrice. Elle adorait. On avait Oui, le droit. on allait chez les. On avait le droit à Noël à des bains douches dans des bouteilles immondes. C'est génial. quand même. C'est autre chose que Ushuaïa. Que j'imagine la piole avec le savon en forme d'hippopotame vert, la descente de lit avec Titi Canary, j'aimerais bien avoir le reste du détail. À la prochaine fois, je vous amène mon Titi Canary. Vous verrez. Jean-Philippe est à Angers. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent. Ça va bien Ça va très bien, ouais, j'adore votre émission, j'adore votre côté juste. Et j'ai deux choses à vous demander. Je vous en prie. Alors premièrement, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma copine, c'est aujourd'hui. Bah, je vous en prie. Alors allez-y, profitez-en. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Géraldine, donc je profite de votre émission pour lui faire des bisous. Elle a quel âge? Parce qu'on se méfie avec nos auditeurs. Alors, elle prend 26 ans aujourd'hui, D'accord. donc on est le 26. Et ce soir, elle va prendre quoi? Bah, Pourquoi je me kersozonise, moi? ce sera quelque chose d'hétérosexuel en tout cas. Ça nous intéresse pas. Si tu te kersozonisais, tu deviendrais plus fin et plus drôle, et non C'est pas vrai. plus grossier. C'est vrai, pardon, Olivier. Ça Évidemment. a très mauvais goût. Alors j'ai un petit texte justement par rapport à toute votre équipe. Mais il va Laurent. nous parler pendant combien d'heures avec sa fiancée. Et quoi, comment ça va chez toi, Léo? La question. Allons-y, Olivier. Comment il s'appelle? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Allons-y. Alors, un petit texte. Le Laurent Ruquier du vendredi. Tout commence par les paroles sages de Philippe Alfonsi. Quand soudain, une réplique sans aucune provocation d'Olivier de Kersauzon s'ajoute. Heureusement, pour calmer le jeu, Fabrice Eboué rajoute une bonne couche d'humour de noir. C'est au tour de Michalak de montrer le bout de son zizi à Isabelle Motro, étonnée de voir un engin cinématographique si bizarre. Enfin, Gaspard Proust, le philosophe comique, intervient juste pour donner la parole au savant de Marseille, Titoff, ou l'homme à montre sans aiguille. Bah tu vois, t'aurais été chroniqueur, on a dit ça sera coupé par exemple. Donc c'est pas mal, Jean-Philippe. Ouais. De toute façon, tous les efforts sont toujours, surtout quand on les sent comme ça. Tu dois faire un spectacle à la maison de retraite près de chez toi. Non, bravo. On applaudit Jean-Philippe. Merci. Merci Laurent. Oui, Gaspard. Et Géraldine, elle te soutient dans ta démarche? À mon avis, tu vas rentrer ce soir, ta maison sera vide. Hein. Ouais, je crois qu'elle a déjà fait ses bagages là. Mais Attention. il t'a payé combien Philippe Bouvard pour faire ça? Sabotage. Céline et Jean-Philippe, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré dans un relais château, l'hôtel Richelieu 4 Ouais, étoiles, super. qui vous accueillera le temps d'un week-end en demi-pension dans un de ses cottages supérieurs. Mais pour ça, il faut répondre à la question. Attention, on leur laisse 5 secondes, Fabrice, hein, parce que Ouais, je vous connais, s'il vous vous êtes plaît, ouais. trop rapide. Tilikum fait la une des journaux aujourd'hui. Mais qui est Tilikum? C'est un orque qui a tué sa dresseuse. Oh, mais attends, 5 secondes, hein. Ah, bah, Ça fait un auditeur, c'est Non, Jean-Philippe, ça. les 5 secondes, entre vous, non. c'est pour les chroniqueurs, pas entre les candidats. Céline. Donc c'est Jean-Philippe qui a répondu. Ah, bah oui. Mais là, il est drôle, Jean-Philippe. Bonne réponse de Jean-Philippe. Ouais, super. Excellent. Eddie, je peux passer un petit message? Oui, Céline. Alors, je voudrais embrasser Richard qui est à Quimper, mes parents, et puis souhaiter un bon rétablissement à mon papa. Et puis j'embrasse très fort Sophie, Vincent, Claude et Nathalie. Et pour les Et clés je du vous camion embrasse tous aussi. En tout cas, oui, référence au Schmilblick, qui a tant rapporté d'argent à Paul Lederman. Alors,
Toujours l'actualité, toujours l'actualité. Tilicoum, c'est effectivement cet orque qui a tué sa dresseuse. Il avait déjà, il faut le dire, tué 2 autres personnes quand même. C'est dans l'article, ouais. Ah ouais, c'est un multirécidiviste. Voilà pourquoi il ne pourra pas se présenter dans le Val d'Oise. Et vous savez, Laurent, Oui. vous savez ce que veut dire Tilicoum? Non, si, je sais ce que veut dire Tilicoum. Alors là, ça veut dire ami en langue indienne, chinook. C'est ça qui est très drôle. Justement. Là, je vous épate. Je viens de gagner un voyage à l'île de Ré. On y va tous les deux. Non, parce que Jean-Philippe, c'est moi, Jean-Philippe. On l'attendait depuis un peu. Laurent, je suis prêt à lourder ma copine pour vous. Ah. Oh, le mec qui a une sexualité un peu facile. C'est mon côté Géraldine. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas SOS Fion l'émission, hein. SOS Fion. Oh mon Dieu. Céline, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Jean-Philippe, vous partez avec Géraldine. Bah, super. En thalassothérapie à la flotte. Découvrir cette terrasse face à la mer où vous dégusterez les mets du restaurant gastronomique. Un soin bain hydromassant aux huiles essentielles, une douche sous infusion, un enveloppement d'algues, un modelage de détente, un cours de gym aquatique. Et c'est l'amour qui renaîtra entre Géraldine et vous. Je penserai à vous, ouais. Ah ouais. En fait, quand tu fais l'amour à sa meuf, il pense à toi, quoi. Ah oui, carrément, ouais. Mais j'ai le même problème. Je suis gêné. Ensemble. Très embêté. Pas autant que moi. On vous embrasse tous les deux. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Comment commencer un bon début de week-end? En écoutant On va se gêner, on est vendredi 16h16. C'est la suite d'On va se gêner, je vous l'ai dit, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est surtout avec Laurent Ruquier, avec les questions sur l'actu. Reparlons quand même un peu de cet orque de 6 tonnes. Hein. Quand même, 6 tonnes, c'est pas rien. On peut comprendre que ça tue 6 tonnes. Hein. C'est en Floride que ça s'est passé dans un parc aquatique. Le parc avait été prévenu qu'il sollicitait trop les animaux. Et à mon avis, c'est ça, quoi. Le mec, l'orque, était quasi en, comment on dit dans ces cas-là? Surmenage. Ah, surmenage, merci. Et moi aussi, d'ailleurs. Attention, il va devenir dangereux. Il va manger son dresseur. Vous en avez connu, j'imagine, des orques, Olivier. Ouais, c'est un faux. Faut pas jouer avec. Là, c'est des orques nés en captivité, mais ils ont quand même un code génétique assez agressif. Là, ça doit être en plus un orque de barbarie, parce que c'est... Comme il a tué plusieurs fois, c'est sûrement mais c'est dangereux. C'est d'une puissance incroyable, surtout. Le mâle, puisque c'est un mâle long de 8 mètres, lourd de 6 tonnes, aurait chargé, hein, il se serait hissé hors de l'eau et il aurait saisi la femme entre ses mâchoires. Pendant un spectacle. Mais c'est ce qu'ils font avec les phoques. Hein. Pendant qu'elle Pendant le présentait le spectacle. Ouais, c'est ça. Au niveau de la taille, il l'a saisi, alors qu'elle achevait le discours d'introduction du spectacle au bord du bassin. Ça, c'est la magie du direct. L'animal a décollé de je ne sais où, a saisi la dompteuse, l'a secoué, je vous lis l'article, hein, l'a secoué violemment, a raconté une spectatrice traumatisée parce qu'elle aurait voulu que ce soit elle. Et les sirènes se sont mises à sonner, tout le monde est parti en courant. Et oui, parce qu'il y avait des sirènes, pas des sirènes, pas des gonzesses avec des poissons. Quoique la dompteuse était un peu devenue une sirène. La tête d'une femme avec une queue de poisson. Et visuellement, c'est joli. Il l'a tué? Non, c'est pas drôle, il l'a tué. Enfin, il l'a tué. Tiré au fond de l'eau et il l'a secoué jusqu'à temps qu'elle soit morte. Non, c'est affreux. Il va y avoir un film, il faut tuer Willy. Non, alors moi j'ai lu le papier, alors ils disent que elle avait sans doute eu un comportement que l'orque avait mal interprété quelques jours auparavant et que donc... Mais c'est ça, on manque de traducteurs orques. Tu vois, l'orque réfléchit longtemps, mais quand il comprend pas la vanne, finalement ça l'énerve. Et ils ont demandé des explications dans l'article à un biologiste spécialisé dans les mammifères marins. Tu sais comment il s'appelle le mec? Non. Benoît Lamort. Évidemment, une orque tue sa dresseuse. J'ai jamais vu ça va être joli quand même les spectacles. Le voir tuer une dresseuse, c'est un... Mais non, mais les spectacles où il y a les aqualandes et tout ça. Mes parents m'ont jamais emmené, moi. C'est toujours la même chose. Il y a un imbécile de dauphin qui saute sur une boule, l'autre lui file de sardines, il fait un salto, il fait le tour de la piscine, elle chevauche le dauphin,
Les gens applaudissent comme des imbéciles et puis c'est fini. Ouais, c'est assez malsain, en fait. C'est des animaux déjà un peu dégénérés, parce que ils peuvent travailler qu'avec des animaux nés en captivité, quoi. Ou bien alors ils ont été les capturés, c'est dégueulasse, ou ils naissent avec des animaux un peu qui ont été en captivité depuis la naissance, et c'est ringard, donc c'est quand même des spectacles de trous du cul. On va te rendre ta liberté, toi. Hein. C'est vrai que vivre dans une Tu piscine... de ma liberté, comment elle m'a parlé l'autre crevette avariée, là? Je rêve, attends. Ah tiens, je devrais faire un spectacle de crevettes avariées. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'or? Il va le garder. Ah, il va en taule. Ils veulent réévaluer ses possibilités. J'ai dit, c'est extraordinaire. C'est la 3e personne qui tue, ils le gardent dans le parc. Et ils veulent le garder parce que c'est pas sûr qu'il soit méchant. L'orque d'Orlando, mais je savais pas que... Orlando avec Voilà. 34%, c'est la proportion de Britanniques qui avouent avoir fait quelque chose d'assez honteux, je dois dire. C'est dans Libération qu'on trouve ce génial. pourcentage. Qu'est-ce qu'ont fait ces Britanniques? 34% d'entre eux, selon une étude réalisée pour le site Date the UK. 2000 personnes ont répondu à cette question. Et c'est honteux. Ah oui, c'est assez... Ouais, franchement... Ils sont masturbés sur une photo de Susan Boyle. Ah non, vous me direz ce que vous en pensez ensuite, mais franchement... Ils ont mis du coca dans leur thé. Non, 34% ont osé faire ça. C'est sexuel? Non. Alors, sexuel, non. C'est des Anglais. Hein. Ce sont des Anglais. C'est lié à la famille royale? Non, pas du tout. Non, non. Peut-être parmi vous, je pense que Gaspard serait du genre à l'avoir fait. Ouais, ils ont égorgé quelqu'un? Voilà. Non, non. C'est quelque chose qu'on peut faire même si on n'est pas anglais et c'est quand même honteux. Voilà, exactement. Vous, je ne pense pas, Isabelle. C'est dégueulasse de dire que moi j'aurais pu le faire Oui, alors c'est qu'on sait vrai. pas ce que c'est et puis ça doit être sordide, mais c'est pour ça. C'est pas sordide. Allez c'est chez une prostituée. Non, Pas sordide. En De fait. sa famille. Ah oui, mais ça c'est pas sordide. Ça, c'est la vie, c'est normal. Olivier serait Faites capable. attention. Moi, je t'avoue, je m'éviterais, moi. Olivier serait capable. C'est je pas pense. sexuel du tout. Non, c'est pas sexuel. Fabrice en est capable aussi. Vous, Alfonsi aussi. Oui, certainement. Donc c'est un truc de mec alors. Ça doit être si je sacrément comprends bien. dégueulasse alors. C'est plutôt un truc de mec. Ouais. 34% des Britanniques affirment avoir fait ça déjà. C'est voler quelque chose. C'est pas voler quelque chose. Violer quelque chose. Non. Est-ce que c'est faire quelque chose à partir du moment où vous regardez pas, mais que vous feriez pas en public? Ah, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait tout seul chez soi, mais qui implique, chez soi. mais qui implique une autre personne tout de même. Qui implique une autre personne. Eh oui, Se taper la femme de ménage? Non, 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 non. C'est pas Ah non, c'est pas sexuel, on t'a sexuel, dit. pareil. Vous Non, avez taper déjà la femme fait de ça, vous, taper la femme de ménage Oh, une envie de poil un matin. À notre époque. Alors attends, un truc qu'on fait chez soi tout seul. Avec quelqu'un d'autre. Ah oui, avec quelqu'un qui met en cause quelqu'un d'autre. C'est mettre lié sa à petite sœur dans la l'hygiène machine ou à laver, un truc comme ça. Non, pas mettre sa petite sœur dans la machine à laver, ça implique évidemment d'être en couple avant de pouvoir le faire. Oui, donc moi je l'ai pas fait. Si, parce que pas forcément être en couple, avoir des aventures en tout cas. Piquer quelque filmer chose. filmer sa femme en train de... Non. Piquer quelque chose à l'autre. Non. Prendre des photos nues de sa femme et les mettre sur Internet. Non, mais c'est lié à Internet en tout cas. Consulter l'historique de son partenaire ou de sa partenaire? Non. Oh, ça- Relire ses mails. Non. Il s'agit là d'envoyer un mail. Alors, je vous aide un peu. Et d'ailleurs, je vais vous dire, 34% des Britanniques l'ont fait. Il y a une Française qui en a été victime, elle, de ce genre de choses et qui en a fait une exposition extraordinaire, d'ailleurs. Ah, c'est Sophie Calle, donc. Exactement. Donc c'est rompre par Internet. Rompre par mail. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Et vous aurez vu qu'Isabelle et moi, quand on a des références culturelles, tout de suite la bonne réponse fuse, parce que c'est vrai, Sophie Calle, cette artiste, avait fait toute une expo incroyable à partir d'un mail de rupture qu'elle avait reçu. Elle avait ensuite fait quelques, on va dire, déclinaisons de ce mail à travers. Fait écrire des lettres de rupture. Là, moi, je décline totalement là ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous Moi, jamais, moi toujours les yeux dans les yeux. Ah non, c'est trop rigolo. Attendez, je vois pas pourquoi c'est honteux. Par mail, ça n'a Pardon aucun En quoi intérêt. c'est honteux de Oui, puis faire ça oui, par pourquoi mail? c'est honteux? On le faisait par lettre Ah autrefois. d'accord. Il trouve ça classe, dit C'est Gaspard. comme saccager une place de parking, tu sais jamais, tu vas peut-être y remettre ta bagnole un jour. Non, mais ça Faut suffit. pas rompre. Faut disparaître. Mais c'est vraiment un truc de naze, d'avertir l'autre. Écoute, pour certaines raisons, j'irai chercher des chattes ailleurs. Non, faut rien dire. Et puis tu reviens 2 ans après. Ça va, t'as pas mal à la gorge? Gaspard, vous trouvez que c'est Ah, moi je trouve que c'est une vraie démarche parce que déjà il faut allumer l'ordinateur, il faut s'asseoir. Après, si on a XP, il plante 3 fois, il faut rebooter, il faut ouvrir le mail, il faut écrire. Non, moi, C'est une vraie démarche. Je suis toujours étonné quand je romps par mail que l'autre ne me dise pas merci.
ça, c'est ça qui est choquant. C'est ce point-là qu'on devrait. Joujou, vous l'avez fait vous, hein? Non, jamais, non, jamais fait ça. Ah ouais, ah non, ouais. jamais fait ça. Il a pas le droit de rompre, Joujou. J'ai pas le droit, je perds mon boulot sinon. Je suis pas con, hein. Élodie Frégé, elle ne rompt pas, elle revient avec on une l'aime bien, nouvelle elle. chanson, La fille de l'après-midi. Ça tombe bien pour cet après-midi. Son prochain album sortira seulement le 26 avril. Nous patienterons, mais en attendant, voici un avant-goût de cet album. La fille de l'après-midi, Élodie Frégé. Et si on prenait des nouvelles du club européen qui va vous faire vivre le match PSG-OM ce dimanche 28 février au Parc des Princes à Paris en spectateur privilégié en tribune présidentielle. Et oui, le tout, c'est de devenir membre du club européen en vous inscrivant gratuitement, je vous le rappelle, sur le site club.europe1.fr. Je répète, club.europe1.fr. Ces places vous sont offertes par le club européen, mais aussi par Fly Emirates. Allez sur le club, d'autant qu'il y a d'autres surprises, je ne vous les dis pas, car le but c'est que vous alliez sur le site club.europe1.fr. Il est 16h30, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Avec lui aujourd'hui, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Isabelle Montreau et Gaspard Proust. Le label MSC est un label qui peut vous donner confiance dans votre achat. Comme le label rouge pour la bouffe, quoi. Voilà, exactement. Merci Joujou Je vous en prie. de m'aider. De rien. Et je vous en prie. Repassez quand vous voulez. C'est Dupont et Dupont, version supermarché. C'est ça. Le label MSC, vous devriez connaître, Olivier de Kersauzon, le label MSC. Que signifie-t-il? Maladie sexuellement comestible? Non. MSC, c'est lié à quoi? Des aliments? Oui, bien sûr. Vous êtes là au supermarché, vous achetez des aliments et vous voyez le label MSC et là, ça vous indique quoi? C'est lié à des animaux de la mer? C'est lié aux animaux de la mer. Mother suck. Non. Cox. Non, mais là, franchement, on va pas avancer là. Alors, c'est lié à des animaux. C'est lié à... c'est des animaux de la mer pêchés qui ne sont pas d'élevage. C'est-à-dire? Qui sont pris en pleine mer. Sauvage. Non, c'est pas Qui ça. sont pas en voie de disparition, comme le thon rouge et tout ça. Ouais, et mieux que ça même. Qui sont en prolifération, il y en a trop, il faut en tuer. Ah non. Non, pas, Reprenez-en, il en reste. enfin, c'est à peu près ça en fait. Hein. Ce label garantit que les techniques de pêche utilisées ont été contrôlées par un organisme tiers indépendant et qu'effectivement il respecte les stocks des poissons, l'impact de la pêche sur le milieu marin et le système de gestion de la pêcherie. Le label MSC veut dire Marine Stewardship Council. Voilà, c'est connu des anglo-saxons, ça va bientôt être connu chez nous en France, créé en 1999 par le Fonds mondial pour la nature, la WWF. Eh bien, ce label vous garantira que vous pouvez manger ce poisson sans problème, sans culpabiliser, parce que c'est vrai que autrement, pour ce qui est du thon rouge, pour ce qui est en ce moment du flétan, il y a une forme de flétan qu'il faut éviter, parce que c'est vrai que non, si c'est vrai, le flétan blanc, le siki, la langue bleue, c'est quoi ça, la langue bleue? Je vous laisse vous démerder. Avec votre article, là. Tout. La langue bleue, jamais j'ai vu ce mot-là. C'est quoi la langue bleue? C'est une langue de schtroumpf. Non, mais là, vraiment, il y a des poissons. C'est un poisson de fond. Ah, voilà. Et les petits requins, il faut éviter aussi les petits requins. Les gros aussi. Pas pour les mêmes raisons. Et de même que le caviar aussi. Moi, j'évite, ça fait très longtemps. Ouais, le caviar, faut éviter. Tous les poissons des grandes profondeurs, tels le caviar de grande profondeur, surtout. Le grenadier. Ah oui, faut éviter le grenadier. Le petit Grégory aussi. L'empereur. Là, celle-là, je connais pas. La légine. Ça vous La dit légine, ouais. La légine, ouais. C'est un poisson très laid. Vous voulez un détail sur la légine complet? Ah oui, j'aimerais. La légine est un poisson très laid, avec une tête horrible, qui est un poisson assez gras, qui se pêche sur des fonds de 1000-1200 mètres, le plus c'est au nord des Kerguelen, dans les eaux françaises. Entre la légine et la régine, il y a À mon avis, la légine chante mieux. Et j'ai aussi, alors on me donne un autre exemple de poisson. Ah oui, grâce à vous, on découvre la saumonette, par exemple. Et il faut faire attention. Ce sont des poissons pas chers, mais qu'il faut respecter, la petite saumonette. Qu'est-ce que vous achetez chez le poissonnier, vous, quand vous y allez, Isabelle? Moi, j'aime pas beaucoup le poisson. C'est pas vrai. Ça se sent. Pas bien. Non, mais vous n'aimez pas le poisson, vous en mangez jamais. Si, mais je veux dire, je suis pas très calé en poisson. Même vous le voyez, frioneur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Oh là là, quand il rigole comme ça derrière, Moi, ça j'allais me... tous les vendredis, même maman me préparait un frioneur. Ah oui. C'était bon comme, voilà, c'est le poisson carré. Ah oui, d'accord. Pané, c'était vachement bon. Moi, j'adorais le frioneur. Ouais. Avec des œufs durs et... Le mec, il avait été au Havre, il mangeait du poisson pané pour tout un niveau de misère, quoi.
C'est vrai que c'est étrange quand même. Et des poissons volants. Vous en avez déjà vu des poissons volants? Ouais, bien sûr. J'adorerais voir ça, des poissons volants. On peut en voir où? Dans les eaux, dans les endroits d'alizé. Dans les endroits où il y a de l'alizé établi. Ouais. Alors, vous êtes là sur le pont, puis d'un seul coup, paf, vous en Vous prenez prenez un. un poisson d'1,5 kg à 40 à l'heure dans le coin de la tronche. C'est moins Faut romantique. être casqué. Et le Bien, poisson-chat, le poisson-chat. Le poisson chatte surtout. Moi, ça. Pas la chatte qui sent le poisson. Le poisson. Non mais je parle des animaux. Attends, là, l'esprit mal tourné. Ah, vous êtes très puissant. Alors il parle de la mer. Moi, j'ai tout l'impression ça, on se dit, d'interviewer Georges Pernou, ça me fait plaisir. Ah bah non, alors ça, pas du tout, je crois. J'ai l'impression qu'il a d'autres... Bernard Kouchner a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire lors de son voyage au Rwanda avec le président Sarkozy. C'est écrit dans la presse. Ah, le salaud, il a volé un sac de riz? Non. Il l'a récupéré. Il a mangé du missionnaire? Non, non, il paraît que le président Sarkozy a été parfait là-bas lors de ce voyage au Rwanda. Il a reconnu les fautes de la France. Mais Bernard Kouchner, lui, a commis une grosse bêtise. Qu'a fait Bernard Kouchner? Quelque chose qu'il a dit? Non. Qu'il a fait? C'est un faux pas du ministre des Affaires étrangères, d'après ce qu'écrit Nathalie Chouk dans Le Parisien aujourd'hui. Quel faux pas a commis notre ministre des Affaires étrangères? Il a offert une machette au président? Non. Non. C'est grave ou pas ce qu'il a fait? Ah, c'est quand même. Hein, au niveau diplomatique? C'est pas. Voilà, j'imagine qu'on lui a pardonné. C'est vis-à-vis de Sarkozy ou vis-à-vis du président rwandais? C'est vis-à-vis de tout le Rwanda et c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, pour tout vous dire, le président Sarkozy est au mémorial, hein, et il est là pour se recueillir. Et il dépose une gerbe. Voilà, et Bernard Kouchner n'est pas encore là, Bernard Kouchner est un peu en retard, et il se presse pour rejoindre Nicolas Sarkozy au mémorial. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit oh, ça va chez les Africains si on peut pas arriver en retard. Non, c'est pas une phrase. Il tombe? Non, il ne tombe pas. Il essaie de rejoindre. Il a un fou rire. Non. Son téléphone sonne et il répond. Non. Il met un boubou. Non, le président Sarkozy, vous le savez, n'a pas éludé les questions sur le rôle de la France pendant le génocide rwandais. Il a admis des graves erreurs de notre pays. Il a fait l'inverse, Kouchner. Il a admis une forme d'aveuglement, une opération turquoise engagée trop tardivement, a dit le président. Bon, tout ça c'est très bien. Le président Sarkozy a été parfait, mais hop, Bernard Kouchner, lui, est un peu en retard, sûrement. Et il essaie d'aller rejoindre Nicolas Sarkozy au mémorial. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a dans un mémorial? Bon, il y a des fleurs. Il traverse la pelouse. Il traverse la pelouse et il marche sur les tombes des soldats. Il a piétiné la fosse commune où reposaient 258 000 victimes. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah ouais, là c'est de la boulette là. Voilà, si on en croit la journaliste du Parisien, le seul faux pas aura été commis par Bernard Kouchner. Pressé de rejoindre Nicolas Sarkozy au mémorial, il a imprudemment, c'est le mot, piétiné la fosse commune où reposent 258 000 victimes. C'est embêtant quand même. C'est une fosse Elle commune. était peut-être mal signalée. Oui, c'était mal signalé. Ça c'est vrai. Ouais, ça se trouve ils ont mis des toboggans et tout. Les vraies communes, il y a souvent un panneau à l'entrée, mais les fausses communes. Non, c'est vrai. Une fosse commune, alors c'est signalé, c'est un charnier, c'est quoi? Un charnier, il a marché dans le charnier. Non, mais ça devait pas se voir. Le pauvre ministre n'a pas fait exprès, évidemment. Vous imaginez bien. Surtout que s'il y a 250 000 cadavres, les fleurs doivent bien pousser, quoi. Ça fait de l'engrais, tout ça. Non, écoutez, non, un peu de respect pour les victimes. Ah, il marche dessus, l'autre, il est ministre, ça va. C'est pas faux en même temps. Alors, Arrête, Michalak, de te foutre de ma gueule, c'est bon. En fait, Michel, il faut l'avoir à côté qu'en face, parce qu'en face c'est répugnant. À côté, on peut taper dessus, ça détend. Ouais, c'est pratique. Depuis que je l'amène à la muscu, il a vraiment l'impression d'être balèze. Ah ouais. J'ai pris la physique. C'est un autre monde, quoi. Vous l'emmenez? Ouais, je l'emmène. On va à la salle de muscu. Moi, c'est ce qu'il fait, lui. Moi aussi, je l'appelle la muscu. Ah non. En deux mots, bien sûr. Quelle horreur. On croit toujours qu'on est le plus bas possible, mais non. Non. La créativité. Tu peux encore creuser. Isabelle, j'ai noté que depuis que vous êtes là le vendredi, c'est fou comme on se lâche. Ouais, carrément. Ouais. Tout ça est un peu de votre faute. Oui, je pense parce que j'écoute attentivement et je note toutes les fois où vous vous lâchez dans la semaine et je constate que c'est beaucoup moins. Ça te flatte d'être une muse pour des gros porcs comme nous. Oui, tout à fait. Je me dis, mais tu vois, ça donne un peu un sens à ma vie quand même. Je vais trouver une question culturelle, ce sera pour après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30.
On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1 39 21 en allant sur le site europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. On vient de retrouver une lettre datée du 27 mai 1641. Mais par qui a été écrite cette lettre ? 1641. Eh oui, alors là, on va voir un peu la culture, parce que vous allez me donner des noms qui sont absolument pas du XVIIe siècle, et on va rigoler. Louis XVI. Ça commence bien. Montaigne. C'est pas une lettre de Montaigne, 1641. C'est un Français. C'est un Français, monsieur, oui. Rochefoucauld. Non. C'est lié à la monarchie. Non, non. La Bruyère. Non, alors je vais vous dire, ça va vous intéresser, vous, particulièrement Gaspard Proust, moi qui connais votre spectacle par cœur. Je dois dire que là, pour le coup, cette lettre, vous aimeriez la voir. On pourrait la mettre peut-être même carrément, je sais pas, devant le théâtre du studio des Champs-Élysées, un peu. Parce que voilà, c'est. Ronsard. Non, Ronsard. Gaspard. Quel rapport? On pourrait la mettre devant le spectacle de Gaspard. Ouais. Entrée gratuite ce soir. Non. Mais c'est un auteur auquel il fait référence dans son spectacle? Oui, exactement. Bah, c'est trop facile Ah pour bah lui. oui, là. mais alors c'est Marc Lévy. Marc Lévy. Non, pas Marc Lévy. C'est une lettre Mais il en célèbre. parle d'ailleurs de Marc Lévy dans son oui, mais spectacle. alors attends, C'est une lettre qui est célèbre. Ah, c'est La Fontaine. Non, Pascal l'intérêt Ivan. de cette découverte réside en ce que la lettre traite entre autres des méditations sur la philosophie. Ah, Descartes. Descartes. Descartes, mais bien sûr. C'est C'est une Descartes, oui, parce que Pascal Ouais. est mort en 38, donc c'était Descartes, ouais, c'est ça. Une lettre de René Descartes, bonne réponse. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Et effectivement, cette lettre traite, entre autres, des méditations sur la philosophie première, où apparaît la formule « je pense, donc je suis Voilà. dont cette lettre est contemporaine. La lettre avait été volée au 19e siècle avant d'être acquise par Hereford en 1902, et elle va être rendue à l'Institut de France à Paris. Ça y est, on retrouve la lettre de René Descartes. Ça, c'est de la culture, vous Eh voyez. oui, parce que comme quoi, s'il avait écrit simplement un mail, on l'aurait jamais retrouvé, vous voyez. Alors, je reviens aux Jeux Olympiques d'hiver. Oui, voilà. Avec le fondeur norvégien. Ah, un fondeur, c'est quelqu'un C'est quoi un fondeur? qui fait du ski de fond, vous voyez, par exemple. Ah, d'accord. Pas un mec qui mange de la fondue. Ah, parce que moi je pensais que c'était une espèce de tu vois, de mec qui faisait des pots ou des trucs en fer forgé. Non, le fondeur norvégien forgé. Björn. Des pots en fer forgé. Non, mais un fondeur qui avec de la fonte, tu vois, je sais pas un pot en Fer fer. forgé, mais c'est Elle est défoncée. hein. Étale pas à quel point t'es nul, ça nous gêne. un peu. Ah, je suis nul en fondeur. Ça, Non, je mais te ça le nous gêne, garantis. tu vois. On est dit, les mecs disent, ça vous fait, ouais, vous avez encore travaillé avec cette conne du nom. Non, elle est vachement adorable. Elle fait des efforts énormes. De temps en temps, elle comprend pas ce qu'elle voit, mais elle en profite pour contrarier Moni Pantel. Ça lui donne des épaules et tout ça, tu vois. Mais je te défends vachement pour pas qu'on ait l'air trop naze, tu vois. Oddbjørn Helmelset, c'est le nom du fondeur norvégien dont je vais vous parler. Ouais. Et il a expliqué sa performance médiocre dans le relais 4 fois 10 km Ouais. par une raison assez étonnante. Qu'a-t-il dit pour s'excuser, ou plutôt pas pour s'excuser, mais pour expliquer sa médiocre performance? Il a chaussé ses skis à l'envers. Non, C'est médical. c'est pas médical. C'est psychologique. La piste était glissante. Non. Alors donc il fait du ski de fond, il est au relais 4 fois 10 km, c'est beaucoup déjà 4 fois 10 km, Ouais, ça c'est bien, en ouais. fait quand même fait 40, 40, mine de rien. Et, C'est lié à l'équipement. pardon? C'est lié à l'équipement. Pas du tout. C'est quelque chose qu'il avait fait la veille. Bravo. Alors pas seulement la veille d'ailleurs. Il a fait la fête. Pas la fête. L'amour. L'amour. Pas l'amour, mais on se rapproche. C'est juste fait sucer. Non. Ouais, c'est ça. Mais on est dans. On est dans le cul. Enfin, Ouais. dans le sexe. Quoi. On peut le dire. Ah, dans le cul, on peut le dire. Ah, il s'est fait. Non. Ah bon, d'accord. Non, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai échoué, j'ai fait une médiocre performance parce que Il a passé sa nuit sur Internet sur des trucs porno. j'ai regardé trop de films pornographiques, voilà. ça fait 14 jours que je suis là. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. C'est quand même assez incroyable qu'un Oui, mec. c'est taré. C'est quand même très con parce que je veux dire, il a une balade à ski à faire là, il le sait depuis des années, il faut qu'il fasse des conneries la veille. Pour les Français, là, on n'aura pas les 13 médailles que nous avait promis. non, pardon. Vermus s'est encore planté sur ce Il coup-là. a démarré en fanfare et puis. Je vous le dis au passage. Hein. Ah ouais, On est à non. 10 là, c'est ça? Ah ouais, puis à mon avis, on va rester bloqué à 10. Vous skiez, vous, Olivier? Énormément, je fais que ça, mon bébé. Je suis né à Brest, donc tu comprends, les Alpes, c'est chez moi. Ski nautique.
Tiens, ben voilà, puisque vous voulez pas m'emmener sur votre bateau, ce qu'on pourrait faire, c'est que moi, parce que je suis assez doué en ski, c'est que je fasse du ski nautique derrière, vous voyez? Oh, l'image. Comme ça me permettra de faire de la pêche au vif. Hein. En plus, ça tombe bien, il adore se faire tirer, donc... Non, alors là, je vous l'ai tendu, mais alors... Ah, même posé. Il fallait bien que je fasse mon travail. Non, mais vous avez jamais pris quelqu'un comme ça en ski nautique derrière? Derrière un bateau à voile. Oui, ça c'est sûr. Bah, vous allez, mais vous allez à une telle vitesse, Olivier. Que, Bien sûr, il y a déjà 30 ans qu'on a fait ça. C'est vrai? Ouais. Entre Tahiti et Montréal, on a tiré un mec en ski nautique à voile avec Penduit 4. Vous voyez? C'est facile à faire. Mais on tire pas beaucoup de mecs, hein, c'est ça que vous voulez savoir. Pas du tout. Qu'est-ce que les fans de Justin Bieber lui ont jeté sur scène pendant qu'il était en concert la semaine dernière à Paris? C'est des filles déjà qui ont jeté des choses. Oui, c'est des filles parce que vous savez qui c'est, Justin? C'est le petit jeune là qui cartonne. Le rappeur canadien. Voilà, c'est un jeune Canadien de 15 ans qui fait un tabac avec son premier single qui s'appelle Baby et il était en tournée, enfin de passage en France. Et... Bon, le grand classique, c'est les culottes, les soutiens-gorge, tout ça. Il dit ça comme si c'était son quotidien, Alphonse. Il sort dans la rue, il se jette des trucs. Le grand classique. Ouais, je prends des culottes, je ramasse à tous les coins de Je rue. chante pas, moi. Vous devriez. Donc c'est pas ça. Alors non, c'est pas des culottes. Des mouchoirs? Non. C'est quelque chose d'agréable ou c'est un peu genre dangereux? Il était là avec sa casquette bleue sur la tête. Alors il a donné un concert en haut de la Tour Eiffel. C'est assez étonnant en plus. Voilà. C'est compliqué de lui jeter des trucs s'ils sont en bas. Ils ont jeté des trucs là-haut? Non, mais il était au premier étage. Quand je dis en haut, il était au premier étage de la Tour Eiffel. Bon, il faut voir que les fans ont entre 13 et 15 ans, hein, et c'est la première fois qu'il venait en France chanter, Justin Bieber. 15 ans, hein, une jeune star de 15 ans. Et alors là, elles étaient là, toutes les fans, et qu'est-ce qu'elles faisaient? Qu'est-ce qu'elles lui jetaient, alors? Ils ont jeté leur doudou? Non, c'est ça qui est rigolo. C'est la première fois, moi, que je Des ours en peluche? Non. Un truc comme ça, quoi? Non, bah oui et non. Des choses qu'elles ont trouvées au pied de la Tour Eiffel? Non, des choses qu'elles avaient sur elles, forcément. Des vendeurs africains, des trucs comme ça. Quand on a 15-16 ans, qu'est-ce qu'on a sur soi, hein? Les téléphones? Non. Des capotes? Non. Du gel lubrifiant? Non. Il a un groupe des fans adolescentes, des quoi. Des petites de 13, 14 ans. Des gamines. Ah bah oui, des tampacs souillés. Non. Non. Ah oui, c'est le début. Hein. Elles ont 15-16 ans. Lui, il est là. Alors évidemment, elles avaient des petits panneaux. On veut t'épouser, on t'aime. Des trucs de maquillage? Non. Et qu'est-ce que peuvent avoir des gamines? Des carnets intimes, là, leur petit carnet. Ah, ça c'est mignon. Ah, c'est pas mal, ça. Ah ouais, elle lui aurait balancé leur petit carnet intime. Vous avez eu un petit carnet intime, Fabrice? Oh, quelle horreur! Ah oui, cher journal. Aujourd'hui, je me suis fait péter le cul par le chauffeur de bus. C'est vachement émouvant, cette jeunesse qui s'ouvre au monde mystérieux de l'amour à l'époque des lilas. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ça doit être quelque chose, celui des ouais, c'est vrai. Jour 50 de ma vie, toujours noir. Je crois qu'il a été consigné par la police. Isabelle, vous en avez un toujours, je suis sûr, encore aujourd'hui. Non, j'en ai eu un quand j'avais cet âge-là. Ouais. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Papa et maman ont été méchants aujourd'hui. Non, mais non, quand t'as un journal, c'est pour parler de trucs de tes copains, de tes histoires avec tes copines avec qui t'es fâché, que tu reviens. Enfin, C'était à quel âge ton premier petit copain? C'était à quel âge? Je me rappelle pas, mon pauvre ami. Olivier, sur votre bateau, vous avez une sorte de journal de bord. Ouais, en fait. enfin, c'est pas pour écrire des choses. C'est pas pour écrire ce genre de trucs. Des petites poésies dessus. Ouais, des poèmes à la lune et tout ça. Jour 50, une pieuvre m'a branlé toute la nuit. C'est un fantasme, ça. Elle s'arrête pas la pieuvre. Hein, Elle a 18 tentacules, mais j'ai réussi à l'épuiser quand même. Justin Bieber, c'est son nom. J'espère que je prononce bien. Hein. Bieber. C'est grâce à sa page Facebook et MySpace qu'il a obtenu des fans comme ça à travers le monde. Et sur le site de partage de vidéos YouTube, on le voit chanter, jouer de la guitare. C'est pas des vêtements? C'est pas une pièce de vêtements? Des jeunes filles ou des jeunes garçons? On connaît pas de jeunes filles, nous on connaît des vieilles putes. On connaît pas de jeunes filles. Ouais.
Quand on a 15-16 ans, qu'est-ce qu'on a sur soi toujours Des tests de grossesse. Non. Je sais pas. C'est des flingues. Mais non, enfin écoutez... Des chewing-gums. Je suis sûr, tenez, on a des jeunes filles de 15-16 ans là, ici aujourd'hui. Tiens, Daniel, qu'est-ce que t'as toujours sur toi? Mademoiselle, je suis sûr, si vous la fouillez, mademoiselle... Enfin, je veux dire... Qui s'en charge? Des chewing-gums. Non, on se rapproche. Des bonbons à la menthe. Des bonbons. Des bonbons, tout simplement. Bonne réponse de Joujou et Isabelle Motro. Mais attends, Elle lui jetait des bonbons, évidemment. C'est pour montrer qu'elles savent sucer. Mais tous les ados ont des bonbons. Quand Eboué lui jette des réglisses, c'est bon signe. Non mais c'est vrai, tous les ados ont toujours eu des bonbons. Ah ouais. Bien sûr. C'est pas spécifique aux ados. Mais si, enfin, c'est du shit les ados, pas des bonbons. Mais bien sûr que si vous les voyez acheter pour 2 francs, enfin 2 euros, 3 euros de trucs. Alors toutes les boulangeries sont là, ils ont toujours des tas de trucs sur eux. Vous avez des bonbons sur vous, mademoiselle? Vous n'avez pas de bonbons sur vous? Elle est grande, elle a plus. Vous en voulez? Elle est majeure, la petite. Ah, ça y est, on peut se lâcher enfin. Non, mais on a franchi un cap là. Non, stop. La demoiselle, heureusement, a son papa à côté d'elle. Donc non, c'est son mec. Je pense que... Je sais pas comment des gens peuvent encore venir voir cette émission. J'en sais rien. J'adore le père, moi, qui fait semblant de rire, il a envie de nous mettre une grosse mandale dans la gueule. Il a envie de nous mettre la gueule. Il n'a pas tort. Hier soir au théâtre, vous aviez, mais c'est assez terrible, je dois dire, Gaspard Proust. Quel âge avait, parce que hier soir j'étais au studio et Gaspard, il y avait qui au premier rang, un gamin, quel âge? 10, 12 ans, je connais pas. Les garçons, j'arrive pas à évaluer. 10, 12 ans. Et alors, mais c'était assez incroyable parce qu'il se marrait. Et il te jetait des bonbons comme ça? Non, il était avec son grand-père. Il était avec son grand-père, mais et l'autre qui disait des horreurs. J'avais honte. Et le gamin riait en plus. Bon, ça m'arrive souvent aussi. Il y a des enfants qui viennent voir ton spectacle? Mais plus en loge après le spectacle. Justin Bieber, en tout cas, recevait des bonbons de la part des fans. C'est Sheila qui vendait des bonbons. Vous vous souvenez quand elle était à ses débuts après, elle nous les a cassés, mais ensuite, elle était. Au début, elle les vendait. Sheila était vendeuse de bonbons. Marché, je crois. Ce serait pas l'heure de la pause, Olivier de Kersauzon? Ça sent, à mon avis, ouais. 5 minutes qu'il Sans la pause, ouais. À une seule condition, Olivier, c'est que vous nous disiez pour la dernière fois, puisqu'on est aujourd'hui vendredi et vous allez nous quitter, on se retrouve après les titres de 17h. On se retrouve après les titres de 17h. Et on a envie de quitter en général. Quand c'est Olivier Kersauzon qui le dit, on lui fait confiance. Il est précisément 17h sur Europe 1. Merci de votre fidélité. Et le Flash est présenté par Kadia Doumdouas. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure qu'on va se gêner. Fabrice, est-ce que vous pourriez, d'un mouvement de menton, faire comprendre à Jérémy que la porte est restée ouverte? C'est la deuxième heure avec Jérémy Michalak, Isabelle Motro, bravo, Philippe Alfonsi, Gaspard Proust, Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon. Sans oublier Marie-Claude d'Avignon. Bonjour Marie-Claude. Bonjour à toute l'équipe. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, quel temps il fait du côté d'Avignon aujourd'hui, vendredi? Moyen, il y a un peu de vent, il y a un peu de nuages. Okay. Bon, moyen. Et qu'est-ce que vous faites sur Avignon, ou en Avignon, ou à Avignon? Car toutes les formules sont possibles. Ouais, je suis mère au foyer. Mère au foyer, combien d'enfants? 3. Et évidemment, Olivier s'interroge, quels sont les prénoms de vos 3 enfants? Les prénoms de mes 3 enfants, Sylvain, Jérôme et Nathan. Ah oui, vous savez par cœur. Oui, quand même, oui. Ça, je retiens bien, ça va. C'est vrai, les mères au foyer, ils ont que ça à foutre. Hein. Pas difficile de retenir 3 prénoms, il n'y a que ça à faire. Ouvrir un sachet de purée lyophilisée, leur filer du poisson congelé. Vous n'avez pas honte un peu de faire feignasse comme ça chez vous? Non, absolument pas. Je n'ai aucun scrupule. Hein? Bon, enfin, femme au foyer, c'est un vrai travail. Si elle veut être l'égale de l'homme, faut pas qu'elle fasse femme au foyer. Ah bon? Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle Motro? Non, absolument pas. Quelle question. Vous êtes d'accord pour être femme au foyer, vous? Non, mais moi, je pense qu'il faut choisir ce qu'on fait. À partir du moment où c'est un choix, pourquoi pas? Ça me dérange pas. C'est un choix, Marie-Claude? Absolument. Parce que votre mari, qu'est-ce qu'il fait, votre mari?
Actuellement, il est retraité. Ah, mais les enfants sont très grands alors. Le dernier a 18 ans. Ah oui, quand même. C'est bien. Ils vont rester au foyer jusqu'à quel âge? La garde de 40 ou quoi? Il y en a encore j'ai encore 2 étudiants, donc bon. Donc ils sont chez eux. Ouais, dont un de 48 chez ans. papa, maman. Il faut leur faire les devoirs le soir et tout. Voilà, faut les aider aux devoirs, exactement. Marie-Claude va affronter Clément, qui lui est parisien. Tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un parisien. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et vous êtes parisien de naissance ou Non, du tout. À moitié lillois, on va dire. À moitié ch'ti. Lillois. Donc. Voilà. Et Clément fait quoi dans la vie? Alors, si tout se passe bien, dans un mois, je suis designer. Designer. Ah, très bien. Et vous allez designer quoi? Des objets pour Bonaldi, soit des bateaux pour Kersozon. Ah, vous pouvez designer des bateaux pour Olivier alors? On sait jamais, ça peut arriver. On verra. Bien. Olivier, gardez l'adresse de Clément, on sait jamais. Hein. Voilà, ça m'intéresse vachement. Regarde celle de Marie-Claude. Un designer qui vit à Paris pour faire mes bateaux. Comment j'y avais pas pensé avant, putain. Clément, Marie-Claude, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré si vous répondez plus rapidement que mes petits camarades autour de cette table. Ils vous donneront 5 secondes d'avance pour savoir qui... Est-ce que, Laurent? Oui. Excusez-moi, est-ce que, vu qu'il y a quand même 5 garçons et 2 filles, est-ce qu'on peut avoir quelques secondes de plus? 5 garçons et 2 filles. Comment ça, 5 garçons et 2 filles? Michalak, on n'est pas encore là. Il y a Madame Motro et Mademoiselle Michalak, non? C'est con de perdre sur une vanne, quoi. Ouais. C'est con, enfin, je veux dire. C'est vrai que c'est la personne. Là, on va se démener. Là. Je suis pas sûr que Jérémy ait la réponse à cette question. Alors, vous avez vos chances, Clément et Marie-Claude. Alex Sokolo et Joël Cohen vont adapter les aventures à l'écran d'un héros, un héros de bande dessinée, dessin animé, qu'on n'avait encore jamais vu en long métrage au cinéma. Bientôt, on pourra aller voir au cinéma grâce à eux. Qui ça? Gaston Lagaffe? Non. Gaston Lagaffe a déjà été adapté au cinéma. Marsupilami? Et c'est Roger Mirmont qui jouait Gaston Lagaffe. C'est un personnage pour enfants? C'est un personnage. Sokolo, oui. Alors, Alex Sokolo et Joël Cohen vont adapter pour le cinéma les aventures de... Un personnage pour enfants? Pour enfants, oui, on regardait quand on était enfant, mais je crois que les adultes l'aiment bien aussi. Jean-Pierre Trébert? Non. Ce sera adapté. Speedy Gonzalez, non? Tarzan? Speedy Gonzalez, Ouais, bonne réponse de Clément. Génial, non, Speedy Gonzalez. Et qui est-ce qui va Désolé, jouer Marie-Claude. Mais il n'y a pas de problème, vous êtes beaucoup plus rapide que moi, il n'y a pas de souci. Et oui, c'est lui, Clément, qui est le nouveau Speedy Gonzalez du challenge auditeur. Et effectivement, le film mêlera animation et prise de vue réelle, un peu comme, vous vous souvenez, Roger Rabbit, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà, et ce sera le style de ce film qui nous permettra de voir Speedy Gonzalez. C'est une souris, hein. C'est une souris. Comment il faisait déjà Speedy Gonzalez? Ah, voilà. Ah, vous le faites bien, Jérémy. Vous pouvez me le refaire? Pendant 1h30, ça peut être lassant en même temps. Et je confonds. Est-ce que de temps en temps, il courait pas derrière Bip Bip le coyote là? Non, tu confonds. Ça, c'est une version gay, c'est Stevie Gonzalez. Ça n'a rien à voir. Non, lui, il est du Mexique ou de la Colombie, Speedy Gonzalez. Ouais, mais il me semble que parfois on le voit aussi avec Bip Bip Bip. Ça, j'adore ça avec le coyote qui se prend toujours le tunnel. Tex Avery ou c'était? Tu sais, il y a un faux tunnel. C'était méchant, ça. Il peint l'entrée du tunnel et C'était méchant. ah ouais? Le pauvre coyote, à la fin, il faisait pitié, je trouve. Moi, je préférais Tom et Jerry. Ah, ça, j'aimais Qu'est-ce bien. que t'as dû te faire chier au Havre pour aimer des trucs pareils? C'est effrayant quand même. Et vous avez regardé quoi, Gaspard Proust, dans Des votre... trucs tragiques, Bergman et Sans famille. Vers la joie, j'avais 3 ans, j'ai regardé le premier Bergman. C'est comme ça que je me suis construit. Clément, vous partez pour l'hôtel Richelieu 4 étoiles qui vous accueillera le temps d'un week-end en demi-pension dans un de ses cottages supérieurs, restaurant gastronomique sur la terrasse face à la mer. La Flotte, vous connaissez? C'est super. La Flotte, non, mais alors de toute façon, c'est pas moi qui vais y aller parce que moi je suis en charrette pour mon diplôme. Ouais. Ça va être pour mes parents que j'aime, que j'adore, que j'embrasse. Waouh. Et puis j'en profite aussi pour embrasser tous mes potes de Lille et de Paris. Et puis je vous remercie parce que vous m'aidez pas mal quand je bosse dur à H24. Je vous ai en fond sonore et ça me fait beaucoup rire. Bah, voilà. Écoutez, c'est gentil Clément, et en tout cas vous êtes un bon fils qui envoie ses parents sur l'île de Ré. Marie-Claude, elle, retentera sa chance sur routier@europe1.fr. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier avec ses complices, et les questions sur l'actu. On aurait pu appeler celle-là question vache et cochon.
Il est temps de parler du salon de l'agriculture qui ouvre ses portes. La plus grande ferme du monde, comme on dit chaque année. J'en ai marre de cette expression, la plus grande ferme du monde. Mais bon, on peut y déguster des spécialités régionales, locales, à chaque fois plus surprenantes les unes que les autres. Chaque année, des nouveautés. Alors, par exemple, au stand de la Lorraine, puisqu'il y a des stands par région, vous savez, au stand de la Lorraine, on pourra goûter du lorabule. Mais qu'est-ce que le lorabule? C'est quelque chose qui se boit? Ça se boit. Bravo, le lorabule, ça se boit. C'est une sorte de champagne? C'est une sorte de champagne, mais comment? À base de lait, peut-être? Non. Du lait gazeux. Comment ça? Comment? Il a une couleur particulière? C'est un mousseux, mais c'est un mousseux, le lorabule. Sans alcool. Non, c'est alcoolisé. Le lorabule. À base de charbon vinifié. Non, pas du tout. À base de champignons. Non. Il y a une spécialité lorraine? Oui, évidemment. Mais c'est quand même du raisin à la base. Alors, effectivement, mais ça va un peu plus loin que le raisin, le lorabule. À base de quiche? Spécialité lorraine, bien sûr. Le lorabule, servez-moi une coupe de lorabule, et là vous aurez le droit à un mousseux. Dégueulasse? C'est dégueulasse par définition. Chaud? Bon. Un mousseux à bas coût. À bas coût. Non, c'est en Lorraine, je vous ai dit. Un mousseux à déguster. À déguster, oui, bien sûr. Le lorabule est à base de. On cherche un fruit, on cherche quoi? Oui, un fruit, exactement. Mirabelle. De Mirabelle, évidemment. Alors la Lorraine vous propose des tas de choses sympathiques. La Palme d'Orge, une eau de vie distillée à partir de 3 maltes de bière de brasserie façon Kouglof. Vous aurez le Couglon qui est à la Mirabelle, et le lorabule, qui est un mousseux à la liqueur de Mirabelle, la confiserie gélifiée aromatisée à l'alcool de Mirabelle. Enfin, tout est Mirabelle, au stand de Lorraine. Au stand Midi-Pyrénées, vous aurez évidemment quelques vins, Armagnac, foie gras, jambon noir de Bigorre, c'est pas mal, ail rose, haricots tarbais, cassoulet, fromage. Non, c'est chouette, on visite ensemble là, le salon de l'agriculture, et on se voit déjà en train de picorer dans les différents stands ce qu'on nous propose. Par exemple, l'Alsace, évidemment, nous proposera du schnapps, des eaux de vie, des confitures, du miel, des pretzels, de la choucroute, des pains d'épices, du Gewürztraminer. Baeko, je sais pas ce que c'est ça, Baekohof. C'est un gâteau, le Baekohof. Mais non, c'est pas un gâteau. Mais non, c'est une recette avec des pommes de terre, du lard. Ouais, voilà. Vous mangez 2 fois ça, après vous parlez allemand. C'est hyper digeste. Vous chantez après lécher comme un petit oiseau, Heinz Frey. Non, c'est vachement bien. La région... C'est un plat d'été, c'est un plat de canicule. Si vous avez un vieux à tuer en période de canicule, vous lui préparez un Beckenoff. La région Aquitaine vous proposera un foie gras de canard au chocolat. Ça, alors, c'est une bonne idée, ça. C'est pas mal. Et puis alors, vous avez au menu du Languedoc-Roussillon des nouveautés comme le pistou betterave citron vert, le pistou basilic eucalyptus. Alors ça, je comprends pas du tout de quoi il s'agit. Ça, c'est bon. Enfin, dans le Limousin, vous aurez évidemment la bolognaise de canard, l'emmental de chèvre bio, les girolles confites au sucre. Il y a des trucs à manger ou pas? Et là, de la bouffe de dégénérer, tout ça. Finalement, vous voulez que je vous dise, quand je regarde ce que proposent toutes les régions, c'est une honte. C'est encore la Normandie qui est la plus normale. Qu'est-ce qu'il y a? Non, à mon avis, ça doit être la Bretagne. Ah non, la Normandie propose des beurres, des œufs, du fromage, des crèmes, du cidre, voilà, des choses. De base, des choses saines. Vous voulez savoir ce qui est fondamentaux, quoi. Voilà. Et en Bretagne? Alors en Bretagne, je vais essayer de vous trouver ce que propose la Bretagne. La Bretagne est présente avec ses pêcheurs, ses conchiliculteurs, ses gâteaux triskel. C'est quoi ça? Ah, les triskel. Bah, le triskel, tu sais bien, c'est là. Bah non, je sais pas. Tu bouffes ça, tu peux plus jamais vomir. Ça te bloque l'estomac à tout jamais. Expliquez-moi ce que c'est que le triskel. Le triskel, c'est cette forme en trois branches comme ça. On appelle ça un triangle. Mais non, faudrait que je le dessine. Le bretzel. Qui forme comme. Aide-moi, Olivier. Comment on peut définir un triskel sans le dessiner? T'es tellement ridicule quand t'essaies d'expliquer. Bon, bah alors, vas-y alors. Ah, c'est quoi? C'est un Queen Yaman en étoile de David, un peu?
Un Queen justement, il y en a aussi. Tiens, c'est écrit Queen Yaman. C'est quoi ça, le Queen Yaman? Le Queen Yaman, c'est un gâteau avec du beurre et un peu de sucre et un peu de beurre. C'est bon ça. La saucisse à la tome de vache de Ruisse, sa véritable andouille de Guéméné, Olivier, ça c'est pas mal au stand de Bretagne. Magnifique ça. L'andouillette 5A des délices de la Presqu'île, le jus de pomme pétillant, la confiture pomme caramel au beurre salé et les huîtres de Locmariaquer. Locmariaquer. Je connais même pas cet endroit. Mais non, mais c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est au nord de Brest. La mer est très froide et les animaux dégraissent et ils ont une qualité de bouffe. Là. C'est Pratarkoum, les meilleures huîtres du monde. Région Poitou-Charentes, vous avez du pâté de Ségolène. Ouais. Ce sont les restes. Il y a de la moule de candidate aussi. Ça se sert avec du Hollande. Voilà, on a visité ensemble, il n'y a même plus besoin d'y aller. On a visité ensemble le salon de l'agriculture et on va passer à l'hommage de la semaine signé Philippe Alfonsi. Et vous allez nous parler d'un grand résistant, Serge Smoulevitch, c'est bien ça? Ouais, je suppose que vous avez jamais entendu parler de Serge Smoulevitch, ou plutôt Smoulevitch si on le prononce à la polonaise. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Oui, absolument. Né à Vienne, il est arrivé en France, il avait 2 ans. Ce grand dessinateur, c'était un très très bon dessinateur, ancien élève de l'école des beaux-arts de Strasbourg, devenu publicitaire, n'a eu droit dans sa vie qu'à 2 ou 3 articles de presse quand il était pilote de rallye dans les années 50. Mais ce que ne disaient pas les journalistes qui se délectaient de cette sortie de route spectaculaire, c'est que c'était un rescapé d'Auschwitz. D'ailleurs, lui non plus ne le disait pas. Comme la plupart des rescapés des camps de la mort, il avait tenté de raconter un peu ce qui s'était passé en étant libéré, mais c'était tellement affreux, tellement épouvantable et tellement inaudible qu'on ne l'écoutait pas, et que ses propres parents, qui avaient été se réfugier en Suisse, lui disaient: Serge, écoute, non, t'exagères un peu quand même. Pour nous en Suisse, c'était dur aussi. Bon, alors bien évidemment, Serge, il a fermé sa gueule, il n'a plus rien dit pendant des années, exactement jusqu'en 1961, jusqu'au procès Eichmann, qui a montré au monde entier les horreurs et l'ampleur de ce que les Allemands appelaient la solution finale. Et là, alors en effet, la parole s'est libérée et les rescapés ont commencé à parler, à témoigner, non pas tellement pour ressasser le passé, mais pour nous mettre en garde, pour que surtout ça se reproduise pas, parce que leur crainte, leur obsession, c'était que la bête immonde, là, comme disait Brecht, se réveille un jour ou l'autre. Et cette crainte, Serge Smoulevitch l'avait résumée en 3 phrases lapidaires. C'est: avant, il y avait Dieu, peut-être. Après, il y a eu Auschwitz. Demain, je ne sais pas. Et quand il a, pour essayer d'exorciser cette peur, il a raconté tout ce qui s'était passé entre 43 et 45. Alors pour lui, ça a commencé à 22 ans à Nice, alors qu'il faisait des faux papiers pour un réseau de résistance, un réseau FTP, dénoncé par sa logeuse, bien évidemment. Il est déporté en tant que résistant et en tant que juif. Et alors, première rencontre avec le destin, c'est dans le train qui l'emmène vers Drancy. Il rencontre un ami d'enfance, Jacques, qu'il a connu à Strasbourg et qui est sans doute un malgré nous et qui porte l'uniforme SS. Et le type lui dit: oh, mon pauvre Serge, tu t'es fait avoir, hein. Bon. Et il lui répond: oui, mais tu vas m'aider à m'évader, là, je vais sauter par le train. Il lui dit: ah, non, fais pas ça, Serge, parce que si tu sautes du train, moi, je te tire dessus et à cette distance-là, je ne te rate pas. Complètement abasourdi, le pauvre se rassoit, ne saute pas du train, bien évidemment, et arrive à Drancy. Et là, c'est la première rencontre avec la barbarie. Il y a un certain Alois Brenner, qui était un des sbires de monsieur Eichmann, qui rassemblait les Juifs et qui les renvoyait en Allemagne, qui là coupe l'oreille d'un des prisonniers sur le quai de la gare où on les a rassemblés devant les wagons à bestiaux qui vont les emmener vers l'Allemagne. Il lui coupe l'oreille parce qu'il avait un petit couteau dans ses valises et que c'était interdit. Premier contact, et on monte dans les wagons. Et là, c'est l'horreur pendant 3 jours, serrés les uns contre les autres, pas de nourriture, pas d'eau, les mômes qui hurlent, les femmes qui s'évanouissent, etc. Si bien qu'en arrivant à Auschwitz, complètement épuisé, c'est presque une libération en arrivant sur ce fameux quai. Bon, et là, on le partage. Je vais pas vous raconter tout ça, vous l'avez déjà vu 1000 fois. En revanche, lui, il est tout de suite envoyé comme 200 hommes valides qui sont dans le train, envoyés vers les camps de travail.
Lui, c'est Auschwitz 3, Monowitz exactement, là où sont les usines d'Egefarben, la grosse usine de chimie qui faisait notamment le Zyklon 3 pour les chambres à gaz. Bon, et il est mis dans le même laboratoire que Primo Levi, l'écrivain italien qui a écrit Si c'est un homme, qui est sans doute un des témoignages les plus bouleversants sur cet univers complètement déshumanisé où même les prisonniers n'ont plus aucune solidarité entre eux. Et puis là, donc pas de nourriture ou très peu, un froid de canard, un travail épuisant, et Serge arrive, qui est plutôt chétif, arrive à se sortir d'affaire à cause de la gale et du dessin. La gale parce que il est dans un baraquement pour galeux, donc les Allemands qui ont très très peur de la contagion n'y mettent jamais les pieds. Et le dessin parce que les appareils photo étant interdits dans le camp, les capots, les ingénieurs allemands, les officiers, etc. se font tirer le portrait par Serge qui dessine très bien et il troque ses croquis contre de la nourriture. Et c'est comme ça qu'il survit jusqu'en 45, jusqu'à ce que le camp soit évacué au moment de l'approche de l'armée rouge et qu'il entame la dernière étape épouvantable de ce périple qui est les marches de la mort vers Dachau, etc., où il sera libéré fin 45 par les Américains. Et là, bien évidemment, c'est un bonhomme en loques, complètement décharné, mais qui tient debout grâce à la colère qu'il habite, une colère qui va l'habiter toute sa vie, et qui va se manifester 3 fois. Une première fois, il vient témoigner au procès d'Egefarben à Nuremberg. Et il témoigne d'une façon tout à fait étonnante, il témoigne en dessin. On leur jette des chiens dessus, on les maltraite, ils sont entassés dans des baraquements, on en pend publiquement et on oblige les autres prisonniers à les pendre, etc. Bon, et il vient une première fois donc témoigner à ce procès. Puis une deuxième fois, il se porte partie civile beaucoup plus tard dans le procès Papon. Et là encore, il fait des dessins de presse, mais ils sont tellement violents, ces dessins, pas un seul journal n'accepte de les publier. Et puis, tout dernièrement, peu de temps avant de mourir, il a attaqué la SNCF, qu'il jugeait complice de la déportation. Bon, voilà. Et ce bonhomme à qui Jacques Attali avait dit mais enfin il faut absolument écrire vos mémoires, a dit non, excusez-moi, ça je ne peux pas. On ne peut pas écrire sur Auschwitz. J'ai essayé, j'ai arrêté à la 3e page, c'était trop dur. Vous me direz que Primo Levi l'a fait, mais Primo Levi, lui, il s'est suicidé. Caricaturiste, dessinateur, décédé mardi dernier à l'âge de 88 ans à Anglet, où il vivait. Et c'est d'ailleurs le maire d'Anglet lui-même qui a communiqué sur la disparition de Serge Smulevitch. Très bel hommage rendu par Philippe Alfonsi. On prend des nouvelles du club européen qui vous propose de vivre le match PSG-EM ce dimanche 28 février au Parc des Princes en spectateur privilégié pour le mois. Regardez, tribune présidentielle, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui aiment le foot, je pense que ça c'est un événement vraiment à ne pas manquer. C'est un cadeau qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Alors, pour assister à ce match et pour avoir d'autres surprises, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent sur le site club.europe1.fr. Devenez membre, l'inscription est gratuite. Et je vous le dis, vous avez plein de cadeaux exceptionnels comme des places de spectacle, des livres, des DVD et aussi des places pour assister à des matchs de foot exceptionnels. C'est la suite d'On va gêner avec aujourd'hui Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Gaspard Proust. Europe 1, On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Là, vous nous proposez quelque chose d'assez étonnant, un duo improbable. Oui, vous connaissez le principe, on prend 2 personnes qui a priori n'ont rien à voir, un qui chante et un qui parle, et puis on essaye de les faire dialoguer. Oui, à mon avis, c'est assez improbable, puisqu'il s'agit de Serge Lama qui chante « Je suis malade » et qui vient se confier à la regrettée Macha Béranger, et elle lui donne des conseils, quoi. Alors on écoute Serge Lama en duo avec Macha Béranger, un enregistrement qu'on n'avait évidemment jamais entendu puisqu'il n'existait pas. Oh là là. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Mais est-ce que vous avez vu un psychologue? Parce que ce sont des petites anomalies qui se corrigent très très bien. Et tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Comment? Absolument pas. Je suis fatigué, je suis épuisé. Oui, je comprends. De faire semblant d'être heureux. En fait, je crois, je ne veux pas trop m'avancer, mais bon, c'est un problème de timidité. Ça doit très bien s'arranger. Je suis malade. Oui, c'est l'impression. Pourquoi?
que vous ne finissez pas vos mots, c'est ça? Bon, et en principe, ça vient d'un blocage affectif. Moi, je pense, enfin, je ne suis pas médecin, alors je ne peux pas me prononcer, mais il me semble qu'il faudrait peut-être que vous voyiez un psychologue pour remonter un peu dans le temps. Pourtant, moi, j'avais du talent. C'est ce qui vous agace, c'est de passer pour un marginal. Parfaitement. Vous avez du mal à vous accepter en tant qu'homosexuel? C'est ça, je suis malade. Alors je vous embrasse très très fort et avant Noël on va essayer d'aller vous voir. Toute l'équipe, d'accord? Bravo Serge Liado pour ce duo. Ah, c'est pas très gai, mais c'est les émissions de la nuit, ça. C'est normal, la nuit, vous travaillez, vous entendez tout ça, comme sur Europe 1, Caroline Dublanche, d'ailleurs, qui est notre Macha Béranger à nous, et on peut l'appeler la nuit pour se confier. Et parfois, j'entends les voix de mes camarades qui, je les reconnais. Oui, j'ai entendu Pierre Bénichou. Sous des noms d'emprunt. À lundi, Serge, bon week-end. À lundi, salut. Pour quelle raison parle-t-on d'un article du Petit Varois datant du 11 novembre 65? Pour quelle raison? Si, mais oui, bien, à cause de la Sim Camille. Alors allez-y, expliquez. Suite à l'accusation, aux accusations qui ont été faites par deux membres de l'UMP contre Alice Soumaré. Voilà, Alice Soumaré, qui s'avérait absolument innocent et qui absolument innocent, vous y allez un peu fort, oui. Ce dont on l'accusait, il est quand même noir, ça Oui, c'est vrai. Bon, et puis persiste en plus. Mais ce dont on l'accusait, c'était principalement attribuable à un homonyme. Ça, voilà. c'est vrai. Et pour se venger entre guillemets, pour faire justice un peu, eh bien quelqu'un, alors là son nom m'échappe, Payon a ressorti un vieil article de 65 d'où il ressort que deux hommes politiques très connus et très honorablement connus aujourd'hui ont volé, siphonné puis tenté de voler une Sim Camille. Et un moteur de bateau. C'est vrai? Et un moteur de bateau, exact. Alors c'était Patrick Devedjian et Madeleine. Alain Madelin et Patrick Devedjian. Bonne réponse d'Isabelle Montreux. Qui était alors à l'extrême droite. Voilà, et je crois qu'il porte plainte, d'ailleurs, l'un des deux. Patrick Devedjian attaque, ouais. Vincent Payon, effectivement, a ressorti une copie de cet article en disant « Je vous ai emmené un document très intéressant qui est l'édition du Petit Varois du 11 novembre 65. Des jeunes en vacances à la Croix-Valmer avaient essoufflé la police, volé une Sim Camille, volé des moteurs de bateau, avaient des papiers d'identité faux, des plaques d'immatriculation fausses, avaient avec eux un pistolet 635 et avaient fait courir la police. Ah, des vrais blacks. J'ai cherché les noms et c'est finalement une jolie anecdote, dit monsieur Payon. On a deux noms, monsieur Alain Madelin, monsieur Patrick Devedjian. Je souhaite véritablement qu'Alice Soumaré fasse une aussi belle carrière que... Heureusement que ça a été du sursis. Hein. Et en plus, Devedjian viril ce qui est comme il est. formidable, ce qui est génial, c'est que lui, il n'a pas été chercher ça dans les archives de la police et de la justice. Il a été chercher ça dans un archive de la presse. Oui, c'est quand vrai. même plus normal. Enfin, hein. alors on en est quand même dans des méthodes là pour les oui, régionales. bien sûr. Tant qu'à faire, hein, comme c'est parti, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il est temps que ça se calme quand même. Ça serait mieux. Oui, ça c'est vrai. Avant 2015, qu'est-ce que vous devrez installer chez vous? Ça y est, c'est officiel et qui vous coûtera à partir de 6 €. Ah, moi je sais, mais je vais pas le dire tout de suite. Ah bah alors. si, allez-y. Alors, si vous Moi je sais, mais je vais la laisser parler pour qu'elle ait l'air maline pour une fois. Ça s'appelle la galanterie. Un détecteur de fumée. Bonne réponse d'Isabelle Montreux. On en avait déjà beaucoup parlé ici, mais ça y est, c'est fait. Le Parlement a adopté hier une proposition de loi qui rend obligatoire l'installation d'un détecteur de fumée dans chaque logement. Ça veut dire que tout le monde devra le faire. Hein. On pourra plus fumer à la maison alors? Si, parce que je pense que ça se déclenche à partir d'un certain niveau de fumée. Quoi. Ça c'est rien. Si vous fumez 10 paquets par jour, peut-être. Dénoncer. Non, mais je sais pas. D'ailleurs, vous avez raison. À partir de quand ça se déclenche, j'ai pas d'idée, mais tu fumes le cigare, ça y est, ça se déclenche. Tu fumes un saumon, t'as pas le temps de le fumer. Entre 20 et 50 €, hein, disons, le détecteur de fumée. Alors ça s'installe très facilement. Hein, vous n'aurez pas beaucoup de problème à mettre ça dans votre... C'est joli en plus. Mais il faut en mettre dans... C'est décoratif. C'est vrai que c'est joli. Ouais. C'est vachement joli. Décoratif. Ça ressemble un peu au machin qui faisait des
des claques aux petites mauvaises odeurs. Avant, C'est ça. C'est à chier ce truc et ça. Bah, vous avez bien des extincteurs accrochés au mur chez vous, par exemple. Bah ouais, mais j'ai que ça, moi. C'est ma décoration. Ça s'appelle la maison de Cycli. C'est d'une beauté, vous pouvez pas savoir. Et puis quand vous leur branlez le bas, il y a de la petite neige qui sort. Pour les gigots, c'est bien. J'ai jamais utilisé un extincteur de ma vie. Je sais même pas si je saurais faire. C'est pas dur. C'est pas dur. Bah, heureusement. Vous ouvrez le truc, vous mettez le tuyau dans la bouche. Vous attendez. Non mais c'est vrai, vous avez jamais fait ça. Ah bah non. Vous avez jamais fait des stages de secouristes, de trucs comme ça pour aider les autres, vous? Si, ça s'appelle On va se gêner. Non, bah, tout le monde s'est pas servi d'un extincteur dans sa vie. Je sais pas. C'est la base. Il faut savoir. Tous les matins, moi j'en ouvre un d'extincteur. Ah oui. Oui, c'est mon côté flambeur. Alors, un extincteur, ça c'est conseillé évidemment dans chaque appartement, dans chaque maison, mais aussi un détecteur de fumée. Il y en a dans les hôtels, c'est vrai. Il faudra en avoir chez soi à partir. Bon, vous avez quand même 5 ans devant vous, d'ici à 2015. T'as le temps de cramer d'ici là. Alors, je vais vous parler de Caïd maintenant, qui à cause d'une petite opération des testicules se voit cité, recité et être la vedette des tribunaux. Pour quelle raison Caïd, à cause d'une opération des testicules, est-il aujourd'hui la vedette des tribunaux? C'est son nom, Caïd? Oui, c'est pas un Caïd? Non. Caïd, c'est un prénom de quelle origine, ça? Ah bah écoutez, je sais pas, c'est à la une du Figaro aujourd'hui que vous pouvez lire cette petite histoire racontée par Laurence de Charette. Il a changé de sexe? Non, Caïd n'a pas changé de sexe. Vous cherchez, je vais pas faire l'émission tout seul. Non mais t'étais bien parti là, on était... L'été dernier, en effet, pour une petite opération des testicules, qu'est-ce qui s'est passé pour Caïd? C'est lui qui porte plainte? Non, c'est pas lui qui porte plainte. Il y a une plainte? Non. On lui a greffé un truc en plus? Il y a une plainte. Ah bah oui, effectivement, il y a une plainte. Ils sont trompés, ils lui ont coupé tout? Non, le 23 mars prochain, les tribunaux, évidemment, trancheront, si j'ose dire. Ils ont greffé la couille d'un autre? Non, pas du tout. On porte plainte contre Caïd? Non, pas du tout. Caïd porte plainte contre Caïd est victime dans cette affaire, mais pas la seule victime. On lui a à la place des testicules, on lui a greffé des riz de veau. Non, on lui a greffé les couilles d'Amandalière. Non. Il porte plainte concernant Caïd ne l'opération. porte pas plainte. Qui porte plainte? Alors, c'est la femme de Caïd, c'est sa meuf qui est pas contente parce qu'elle peut plus du coup. Pas sa femme, mais Sa maîtresse? non. Sa fille aînée? Sa maîtresse, en quelque sorte, oui. Ah bon. C'est un Son animal, amante, son Caïd, amante. c'est un animal. Caïd est un animal, Ah ouais. évidemment. Ah, c'est un chien, Caïd. Ouais. Pas un chien, c'est un chat, c'est un félin. C'est un félin. voilà, un chat. Le Ah chat ben, est un alors, il félin? a été opéré, il a été castré et en fait, il s'avère qu'il a été mal castré, qu'il a eu des petits. C'est non. pas ça du tout. Est-ce que c'est le chat qui s'est échappé? On lui a greffé des couilles d'homme et il a fait des petits chats mi-homme, mi-chat. Des chalacs. Ah oui, vous avez dit quoi, Jérémy? Est-ce que c'est le petit chat qui s'est échappé et il porte plainte contre le vétérinaire en fait, les maîtres et maîtresses du petit chat? Excellente réponse de mon joujou. Je savais pas que c'était pour une histoire de... Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un chat qui est donc qui s'est fait opérer chez le vétérinaire. Je vous raconte si vous voulez. Si tu veux. Patricia, on est l'été dernier. Hein. Oui. Plein Les été. cigales. Patricia dépose son chat Caïd pour une petite opération des testicules. Oh non. Le chat s'enfuit de chez le praticien avant l'intervention. C'est normal, ça on comprend ça. Ah oui, je comprends. Jamais, en tout cas, on ne retrouvera le chat et jamais le chat n'est revenu chez Patricia. Bah, évidemment. C'est le salope qui l'emmène chez le matin pour le faire couper les couilles. C'est immonde. C'est pas gentil. Il a bien fait ce chat. L'enseignante rémoise, Patricia, a donc décidé de porter l'affaire devant le tribunal. Elle demande réparation d'un préjudice affectif pour la perte de son chat. Alors voilà, le problème, c'est que d'un point de vue juridique, le chat est un meuble. Les bêtes sont classées dans la catégorie des meubles. Rapide pour un meuble. C'est drôle. Donc, en pratique, la valeur affective d'un animal de compagnie... Chez Ikea, ils vendent des chats en ce moment. Tu les manques comme ça. Les chats en kit. Ah ouais. Oui, t'as les couilles d'un côté, le chat de l'autre.
Tu montes ton chat comme ça. Et en tout cas, on ne sait pas si elle sera indemnisée pour la perte de son chat et surtout pour la valeur sentimentale de Caïd. C'est le 23 mars prochain que le tribunal en décidera. C'est une belle histoire. C'est très beau. Ah oui, surtout, elle l'aimait tellement qu'elle l'emmène chez le veto pour se faire couper les couilles. Vous avez raison en même temps. Elle doit vivre seule, celle-là. Hein. Oh, écoutez, c'est tout. Elle a peut-être des élèves. Elle doit vivre seule. Elle a peut-être des élèves qui nous écoutent. Bah, les élèves devraient se méfier d'elle si les emmènent chez le veto qui part les emmènent chez le veto. Non. Vous avez bien forcément, vous aussi, cher Olivier, vous avez des chiens dans votre manoir. Mais moi, je n'irai pas couper les couilles de mes chiens, c'est dégueulasse. Ah ouais. Les animaux, il faut les laisser vivre quand même. Je la foutrais en tôle, moi, pour maltraitance intentionnelle à un animal, privation de liberté, en fait. Parce que la liberté de jouir appartient aux animaux aussi. Et c'est dégueulasse qu'elle fait, cette salope. Isabelle Motro, vous avez bien un chat, Oui. j'étais sûr. Et vous l'avez castré ou pas? Oui. Ah bah oui, elle l'a castré son chat. Oui, ça, regarde le regard réjoui. Hein. Je l'ai castré, mon chat. Dominatrice folle. Ouais, pour une fois que je peux faire ça impunément, tu vois, j'allais quand même pas m'en priver. J'achète des chats uniquement dans pour ce les but. castrer. Et après je les relâche dans la nature. Moi j'ai un lévrier afghan. Ouais. Je l'ai juste fait circoncire en fait. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Carrefour. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses acolytes évidemment. On s'amuse mais on se cultive aussi et plus particulièrement maintenant on s'intéresse à l'actualité littéraire. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Voilà un titre original pour ce livre qui vient de sortir aux éditions POL, L'absence d'oiseaux d'eau, écrit par Emmanuel Pagano. L'absence Ça rime, tiens. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Ça rime, je dis. Ah oui. L'absence d'oiseaux d'eau par Pagano. Exactement. Emmanuel Pagano, c'est une femme, a écrit cette absence d'oiseaux d'eau chez POL. Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Gaspard Proust ont lu pour nous ce livre. Vous le conseillez-t-il? On commence par Isabelle. Alors d'abord, replacer l'histoire dans son contexte, car il s'agit d'une histoire. Ça raconte l'histoire de deux écrivains qui se livrent tous les deux à une sorte de jeu épistolaire proposé par l'homme. On va faire comme si on tombait amoureux en s'écrivant. Et donc, nous lisons les lettres échangées par les deux, qui effectivement, en fait, vont vraiment tomber amoureux. Et voilà. Bon, ça c'est le principe de base. Il faut savoir qu'Emmanuel Pagano écrit merveilleusement bien. Moi, j'ai lu ses précédents romans et j'avais été enchantée par son écriture. Là, j'avoue que je suis un peu plus sur la réserve parce que déjà le principe est un peu étrange. Enfin, c'est vrai que ce jeu un peu épistolaire-amoureux, ça vous passionne pas? Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à entrer dans ce jeu-là, quoi. Et voilà, donc je suis un peu restée sur le bord. Et le titre, vous pouvez m'expliquer le titre? L'absence d'oiseaux d'eau. Alors non, je peux pas vous expliquer le titre. Parce que c'est juste à la fin et elle a pas été à la fin. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai pas été emballée par le. Philippe Alfonsi, alors. Ce qu'a oublié de dire Isabelle et qui est assez rigolo, c'est qu'en effet, ils ont commencé cet échange de lettres, mais ce qu'on trouve dans le bouquin, c'est pas l'échange de lettres, c'est uniquement les lettres de la bonne femme, parce qu'au bout d'un moment, le type a craqué, littéralement craqué, et il a non seulement plus répondu, mais il a repris ses lettres. Donc c'est la seule chose le truc qui est terriblement frustrant dans la lecture de ce bouquin, qu'on se dit mais putain qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin pourquoi il s'est tiré? Est-ce que tout d'un coup ça lui a fait peur? Est-ce que vraiment ils se sont sautés l'un sur l'autre ou pas? Est-ce que tout ça n'est que bon? À mon avis, tout ça n'est que virtuel, mais l'autre a dû prendre peur. On n'a qu'un côté de l'échange épistolaire. Et on voudrait bien savoir ce qui s'est réellement passé dans la vie. Enfin, moi, c'est la seule chose qui m'est franchement amusé, donc j'ai été très déçu parce que je l'ai pas su. Voilà. Bon, et alors pourquoi les oiseaux d'eau? Parce que justement, à la fin, n'est-ce pas, il y a une phrase à la mort moelle-neu où elle dit c'est l'absence d'oiseaux d'eau. Bah oui, c'est bien sûr l'absence d'oiseaux d'eau parce que tout ceci n'est qu'imaginaire, n'est que d'écriture, n'est que donc il y a pas d'oiseaux. Voilà. Bon, bref. Oula. Oui, bah voilà. Bon, non, moi ça m'a pas plu. Ah, je vois bien. Gaspard Proust, l'absence d'oiseaux d'eau, signé Emmanuel Pagano chez POL. Alors, je vais faire un peu confus, mais enfin, bref, c'est un livre très 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 intéressant. Très très intéressant. Bien sûr d'un point de vue littéraire, parce qu'il nous en dit beaucoup sur la générosité de Gustave Flaubert. Je m'explique. Si Gustave Flaubert a écrit Emma Bovary, c'est parce que s'il lui avait laissé la plume, on aurait sans doute eu droit à ça.
Un long monologue Facebook avec des relents sentimentalo-diarrhéiques. Merci Gustave d'avoir sauvé Emma. C'est un livre essentiel d'un point de vue anthropologique. Pourquoi ? Je pense que c'est vraiment un livre que devraient lire toutes les femmes pour comprendre pourquoi à un moment dans sa vie, un homme peut basculer dans la misogynie. Parce que je trouve que c'est vraiment un festival du pire quand la femme se met au sentiment, alors pseudo, derrière un bouquin, on va se mettre en scène. La femme. Ah oui, bon, alors page 55, tais-toi, ferme ça ta peut gueule. se résumer... Non mais je vais le laisser par pure bonté d'âme aller au bout de sa démonstration. Enfin, ce qu'il dit est Mais plus je intéressant m'inscris que toi, en déjà. faux. Ouais. Plus en page 55, elle livre tout. Je suis paresseuse pour le réel. Elle a oublié d'ajouter et hystérique pour la fiction. Alors franchement, c'est dur d'aller plus loin. Moi, je comprends pourquoi lui s'est tiré, hein, parce que je pense que si on avait ces lettres à lui, elle aurait pas continué le bouquin tellement elle aurait honte, quoi. C'est vraiment, non, je trouve que ce livre est... Ça me fait penser à une phrase de Freud qui disait que les psys se sont mis à parler parce qu'une hystérique est entrée dans la salle de consultation en hurlant « Réponds-moi ». Et je pense que cet écrivain a eu la sagesse de ne pas répondre à ce qu'elle a écrit. L'absence d'oiseau d'eau. Alors, je voudrais quand même ajouter un mot. Je parle même pas de la misogynie galopante de Gaspard Proust. Vous voulez que je la cogne sur ou pas laquelle on va même pas revenir. Non, mais je voudrais quand même insister pour que les auditeurs lisent les romans précédents d'Emmanuel Pagano. Moi, c'est vrai que j'ai pas aimé celui-là, mais franchement, c'est quelqu'un qui écrit divinement bien. Vraiment, c'est magnifique. Un lapsus révélateur. Oui, non, mais franchement. Des fois, elle dit des trucs, mais franchement, elle se branle sur, mais c'est pas un livre, c'est une fiction pour cacher son truc. Et après, elle rajoute, alors une phrase terrible, mais j'ai jamais lu un truc aussi sordide. J'aimerais écrire un roman sur les genoux de l'homme que j'aime. Enfin, c'est genre, papa, apprends-moi à écrire. Enfin, c'est horrible, quoi. Bon, écoutez, on va pas insister. Alors, effectivement, faisons confiance à Isabelle Motro qui nous dit, lisez plutôt les livres précédents d'Emmanuel Pagano. Pour ceux qui, quand même, voudraient lire L'absence d'oiseau d'eau, le dernier, c'est chez POL. Balou Lalo, c'est le dernier extrait du premier album de Revolver, Music for a While, un groupe nommé 2 fois aux victoires de la musique. C'est toujours On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On parle maintenant 7e art. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Ah, Monique Pantel, bonjour. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait beau. Ah oui? Ah oui, dans mon cœur de vieille folle du Cinoche, il fait très beau. Parce qu'il y a eu de bons films cette semaine. Ah là oui, je suis vraiment contente. Bon, tant mieux. Oui. Vous allez pouvoir nous conseiller pour le week-end, d'autant que le week-end s'annonce parfois pluvieux dans certaines régions. Alors, une bonne occasion d'aller au cinéma, peut-être pour aller voir le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo, aussi Ben Kingsley. Enfin, il y a une belle affiche. Shutter Island. Eh ben, il faut y aller. Tout le monde y va, d'ailleurs. Hein. Oui. Du début à la fin, j'ai été emportée dans le train de l'angoisse où nous amène sans pitié pour nos nerfs Martin Scorsese. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est formidable. Leonardo DiCaprio, peut-être le plus grand acteur du monde aujourd'hui. Hein. Vraiment, il est sensationnel. J'étais bouleversée comme lui, angoissée, ahurie, perplexe, indignée. J'allais d'une idée à l'autre, je croyais quelque chose, après je croyais autre chose. Enfin bref, c'est génial. Ça parle de quoi quand même? Ça parle de 2 flics, DiCaprio et son collègue, qui arrivent dans une île perdue dans la mer, devenue un asile d'aliénés pour les plus grands malades. Et on les charge de trouver une folle alliée qui s'est échappée. Ils vont les chercher partout, mais est-ce qu'elle a existé, cette folle? On n'en sait rien. Si vous voulez avoir la peur de votre vie, allez voir ce film. Elle dit la vérité, Monique Pantel. Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un film complètement baroque et gothique, c'est-à-dire que il n'a hésité devant rien, c'est-à-dire pour obtenir les effets les plus spectaculaires et les plus efficaces quand on est spectateur. On est vraiment baladé et on adore ça du début à la fin, parce qu'à la fin il y a vraiment un rebondissement totalement inattendu. Vraiment, c'est très très fort. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Oh là là, les gens, esthétiquement,
esthétiquement, c'est magnifique aussi, hein, Monique. C'est des images extraordinaires. Il y a aussi des images de rêve, parce qu'il rêve régulièrement de choses qui nous expliquent un peu ce qui se passe vraiment. Oh, pas vraiment, on comprend pas. Oui, enfin à la fin on comprend. Et c'est des images d'une beauté formidable. Quoi. Shutter Island, donc conseillé par Isabelle. Ah, ça marche très bien. Et Monique, et ça marche très bien. Un film français, une comédie Coursier avec Michael Youn. J'ai adoré ce film. Ah, c'est vrai, mais il a de bons papiers, Michael Youn, pour ce film Coursier. Et Michael Youn, il joue le plus sobrement de sa carrière. Il est coursier, donc il livre évidemment des paquets, et là il livre un paquet dans un bar. Paf, le téléphone qu'il y avait dans le paquet se met à sonner. Alors il ouvre le paquet, et ça, il déboule des tas de fric, et par là... Enfin bref, il va être poursuivi par tout le monde sur son scooter. Ou c'est moi qui n'entends qu'un mot sur deux, ou c'est vous qui ne lisez qu'un mot sur deux de votre fiche, Monique, mais je ne comprends pour faire plus court. Non, c'est un film formidable, mais je comprends marrant. Rien. Mais là, vous comprenez. Ah oui, là, je comprends là maintenant, oui. C'est un film évidemment formidable. Bon, bah alors, très amusant. Et ça marche, Coursier? C'est un démarrage tranquille, mais ce qui est assez logique, parce que Shutter Island et Single Man vont écraser un peu le box-office, mais ça va décoller, c'est sûr. Alors, vous avez dit Single Man, Single Man, c'est le film réalisé par Tom Ford, celui-là, avec Julianne Moore, Colin Firth et Matthew Godd. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Pour moi, c'est un film parfait. Prix d'interprétation au Festival de Venise, Colin Firth joue comme si ça venait de lui arriver, le drame d'un prof d'anglais qui apprend la mort accidentelle de l'homme avec qui il vivait depuis 16 ans. Il ne peut pas supporter le poids de la solitude. J'adore ce film qui, sans mélo, montre le deuil dans son effroyable cruauté. N'ayez pas peur, c'est pas lugubre, c'est formidable. Et sans jeu de mots, c'est gai par moments, quand un jeune élève de Georges qui a peur qu'il fasse des bêtises, lui fait des maladroites avances pour le consulter. C'est vraiment bien un grand film. Single Man, vous l'avez vu, Isabelle? Ouais, c'est très étonnant. Et puis, alors là encore, c'est pas du tout la même esthétique que Shutter Island, mais c'est d'une beauté formelle incroyable, quoi. Alors, on passe à un film réalisé par Tony Gatliff, Liberté, avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thierry. Eh ben, c'est un film à voir. D'abord parce que c'est un film de Tony Gatliff que j'adore. C'est un épisode douloureux, de plus, de l'occupation par les Allemands de la France. Vous avez une adresse d'opticien, Monique? Je suis ému aujourd'hui. Ah bon, c'est ça alors. Oui. Alors donc, il faut obéir aux Allemands et les Français sont obligés de chasser les gitans. Ivres de liberté, il faut les sédentariser selon Hitler. D'habitude, vous prenez, pardon à Monique de vous interrompre, l'apéritif après. Là, vous n'auriez pas commencé avant. Commencé hier, là. Mais j'ai pris de grandes tasses de thé, alors c'est pas ça qui a pu non, c'est pas ça, alors non. Non, mais c'est l'émotion, je sais pas pourquoi. Bon, très bien. Il faut les sédentariser et eux, ils sont ivres de liberté, ils se laissent pas faire. Marc Lavoine est le maire du village et Marie-Josée Croze, l'institutrice, essaie de les aider, mais c'est pas possible. C'est un très beau film, un peu foutraque, qui part n'importe où, mais c'est quand même très beau et c'est une vérité historique. Une éducation, alors maintenant, avec... Alors là, c'est ravissant. Ah oui, c'est vrai. C'est une très jolie comédie anglaise. Voilà, c'est britannique, hein. Sur l'amour et ses détours. Jenny a 16 ans. Sa famille, surtout son père, Alfred Molina, génial. Mais qu'est-ce que vous avez? Ils sont encore torse nu autour de la table. Bon, ils peuvent attendre que j'ai fini, quand même. Non, mais enfin, écoutez, qu'est-ce que vous faites, Gaspard? On compare. Ils comparent leur musculature, Monique. Mais ça doit être joli à voir. Non, non, pas. Vous voulez que je vous dise pas? C'est quand même plus intéressant que ta chronique. Mais... Alors, merde. Donc, Jenny a 16 ans, elle est encore vierge. En 61, c'est des choses pareilles arrivées. Sa famille, surtout son père, Alfred Molina, qui est génial, il est rigolo comme tout, il veut la marier à tout prix à l'Anna Mar. Dans la rue, Carey Mulligan, qui joue la fille, elle est délicieuse, elle est pile le rôle. Elle se fait draguer par un petit peu plus vieux qu'elle, et qui lui dit qu'il est très riche. Elle est fascinée, elle l'amène à ses parents, qui sont fascinés aussi. Elle se fait dépuceler, tout va très bien.
Et puis tout d'un coup, elle apprend quelque chose et c'est très, très, très bien. Ah bah alors écoutez, ça fait quand même pas mal de films qu'on peut conseiller cette Et c'est semaine. un film formidable, une éducation. Il faut vraiment aller le voir. C'est délicieux, charmant, et en plus c'est quelque chose qui, enfin, c'est sur l'éducation des filles et c'est pas du tout inutile de rappeler certaines choses. Ça me fait quand même 5 films Ah ouais. à aller voir pendant Et le oui, week-end. c'est pour ça que c'est ahurissant. Ah là, c'est peut-être beaucoup pour un week-end quand même. Hein. Lequel vous choisiriez, vous, Olivier, si on devait aller au Cinoche ensemble ce week-end? Moi, je retournerai voir Océan, moi. Ah oui, le film de Jacques Perrin, conseillé par Olivier de Kersauzon. Oh ben alors, si c'est lui qui le dit, je suis obligé d'applaudir. Vous y êtes allé, Monique, ou pas? Oui, moi j'aime pas beaucoup. Ouais. Ah bon, vous voyez, alors ils sont Moi, pas... les poissons, au bout d'un moment... Et celui avec Pierre Richard, alors il vaut quoi? C'est pas les poissons, c'est le monde dont on vient. Eh ben oui. Faut le regarder comme le monde dont on vient, que vous aviez jamais vu auparavant. Mais vous faites pas plus mauvaise que vous n'êtes, ma petite Monique. Bon, alors on retient Single Man, le film de Tom Ford. J'ai une mauvaise nouvelle aussi. Colin Firth, oui, c'est quoi? Ouais, le baltringue n'est plus visible. Merde, je voulais y aller. Le film avec la gaffe. Coursier, le film avec Michael Youn, conseillé aussi. Shutter Island, évidemment, le nouveau Martin Scorsese, conseillé encore. Pourquoi pas Liberté, le film de Tony Gatliff, mais surtout, voilà, parce qu'on en a un peu moins parlé peut-être cette semaine, une éducation conseillée par Monique Pantel et Isabelle Motro. Bon cinéma à tous ce week-end. Ne partez pas, on est encore là, hein, avec l'invité d'honneur qui est déjà arrivé dans la loge. Il va falloir l'identifier. C'est dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Qui est notre invité aujourd'hui? Jusqu'à 18h30, il sera en notre compagnie. D'abord masqué, caché, voix déformée. Ensuite, il nous rejoindra dans ce studio. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, c'est Michel Drucker. Attention, réponse courte, oui ou non. Pour mes camarades qui vont vous interroger dès maintenant, n'en dites pas trop, laissez le suspense aller jusqu'au bout. C'est parti. Vous êtes un homme comme d'habitude? Oui. Est-ce que vous êtes un sportif? Non, je suis pas un sportif. Non, vous avez l'air assez jeune, hein. J'ai envie de dire, est-ce que vous faites partie de cette nouvelle vague de chanteurs un peu inintéressants? Vous n'êtes pas chanteur? Non, je suis pas chanteur. Mais vous êtes jeune? J'ai 34 ans. 34. Est-ce que vous faites partie du classement des humoristes? Non. Parce que vous n'êtes pas drôle dans la vie? Non, pas du tout. Bon. Est-ce que vous avez 34 ans? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes né en 76? Bon, vous êtes un artiste? Oui. Comédien? Oui. Oui. On voit plus au cinéma, hein. Depuis peu, oui. Ah, mais un peu au théâtre quand même. Oui, tout à fait. Oui, du théâtre. Du cinéma, du théâtre. Est-ce que vous avez écrit un livre récemment? Ah non. Mais vous écrivez des livres quand même? Non. Vous vous contentez de jouer, hein. Oui, voilà, oui. Vous avez réalisé un film? Non. Vous avez été récompensé pour un film dans lequel vous avez joué? Non. Vous arrivez à joindre les deux bouts à la fin du mois ou c'est encore galère, quoi? Vous avez vos 507 heures ou pas? Oui ou non? Bah oui, puisque depuis peu, je travaille tous les soirs. Est-ce que vous êtes un fils d'eux? J'allais poser... Bah attends, donc... Pardon? Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous avez toujours été comédien ou vous faisiez autre chose avant? J'ai pu faire d'autres choses avant. Vous avez eu un bac littéraire? J'ai eu un bac. Attendez, parce que je salue quand même Olivier, que je rencontre pour la première fois. Bonjour. Olivier de Kersauzon vient de rentrer dans la loge de l'invité manifestement. C'est la... J'ai l'impression qu'il adore mon look. C'est la première fois que j'ai l'impression que la voix déformée, c'est la vôtre, en fait. J'ai un indice, si vous voulez, Michel Rocard. un indice musical, mais peut-être vous pourrez demander à Olivier de nous décrire l'invité d'abord. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous dire physiquement comment est notre invité? Il est pas très grand, il est brun, l'œil rond. Vous le connaissiez? Non, je vois qui c'est, mais je vois qui c'est maintenant, quoi. Il a une chemise à carreaux, une sorte de veste qui ferait genre Moher 16e. Il lui manque un labrador en haut, et en bas, il lui manque une mobilette. C'est drôle. Un barbousse. Il a le cheveu court, assez épais. Ouais. Quand tu dis de petite taille, c'est niveau Michalak ou c'est encore décent? Ah non, j'ai pas de Michalak, c'est pas de petite taille. Ouais. Non, il est pas très grand, voilà. J'ai un indice musical. Attention, ça peut vous aider.
pensez? Qu'est-ce que c'est que ce Invité truc d'honneur. Oui, c'est pas mal. C'est vicieux comme vous, Laurent, mais c'est pas mal. Vous pensez que ça va les aider? Oui, ça peut les aider, ouais. C'est quoi? C'est Calogero? C'est Calogero et Stanislas. Ah ouais, putain, il y a les deux. Oui, ça j'ai oublié. La débâcle des double peine. sentiments. Alors, puisqu'Olivier vous a pas reconnu, est-ce qu'on vous reconnaît quand vous sortez dans la rue? Oui. Oui. Oui, ça m'arrive. Vous êtes ce qu'on appelle un beau gosse ou... Moi, je trouve que ouais, mais apparemment tout le monde n'est pas toujours d'accord. Vous avez joué dans une série à la télévision? Non. Ah, si. Ah, il voulait l'oublier, ça. C'était à mes productions, donc. J'ai fait comme un genre de guest dans une série. Guest star, plutôt. Genre, ouais. D'accord. D'accord, je vois qui c'est. Non, il sait pas. Fabrice Eboué ne trouve jamais un invité. Fabrice Eboué ne fait que répéter ce que quelqu'un vient de dire. Alors, et ensuite, il conclut en... Ah ouais, d'accord. alors attention, là, parce que... Olivier est en train de me donner des coups de pied. Il me dit, je t'ai vu quelque part, mais je sais pas où. Qu'est-ce qu'il raconte? Olivier de Kersauzon lui donne des coups de pied. C'est normal. Il va te péter la gueule, tu te laisses faire. Attention, notre invité est comédien. Ça, on l'a bien compris. Aussi bien pour le théâtre que pour le cinéma. Il a fait quand même d'autres choses avant. Vous l'avez vu parfois comme guest dans des séries télé. On le reconnaît, moi je peux vous dire, on le reconnaît dans la rue, même si Olivier de Kersauzon, lui, ne le connaissait peut-être pas. Peut-être voici un deuxième indice. Dépêchez-vous parce qu'Olivier va me casser la gueule. Il a des belles chaussures. Ça a l'air d'aider mes petits camarades. Kung Ça. Fu Fighting. Il fait quoi? Il fait un sport martial? Est-ce que vous faites un sport martial? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous Mais entraînez... ça l'arrangerait en ce moment. Oui, tout à fait. Est-ce que vous entraînez au club Mad Gym? Ah, parce qu'il le passe, ça. Non, ça va. L'indice là-dedans, c'est Kung Fu? Oui, c'est même la chanson. Ah, c'est la chanson. Est-ce que vous avez fait une voix genre de Kung Fu Panda? Oui. J'ai trouvé qui c'est. Je sais qui Est-ce que vous travaillez avec Jean-Pierre Mariel en ce moment? Oui. Vous êtes Manu Payet. Oui. J'ai trouvé Fabrice Eboué a enfin trouvé le nom de l'invité. Et Manu Payet va nous rejoindre dans un instant. Profitez bien, on va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec autour de l'horreur qui en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gaspard Proust, la seule fille Isabelle Motro et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit du comédien Manu Payet. Manu Payet, notre invité d'honneur. Jusqu'à 18h30. Bon alors dites-nous une phrase avec votre voix normale. Voilà, donc ça c'est voilà. Ah, c'est la voix du panda. Manu Payet est à l'affiche d'Audition, une pièce de Jean-Claude Carrière, mise en scène par Bernard Murat, avec aussi Roger Dumas et Jean-Pierre Mariel. Ça, c'était pour vérifier, évidemment, que Fabrice Eboué a posé cette question. Bravo, Fabrice. Pas le droit, normalement. La pièce s'appelle Audition, c'est au théâtre Édouard VII. Oui. Et c'est vos grands débuts au théâtre, Manu Payet. Eh oui, c'est la première fois. Et surtout avec une affiche formidable. Vous vous retrouvez aux côtés de Marielle, c'est un rêve, ça. Vous avez vu ça, Laurent? Un rêve de gamin, non? Ah oui, un rêve de gamin, qui est toujours aujourd'hui que je suis resté gamin, puisque quand même Jean-Pierre mesure 6 mètres. Oui. Moi, je suis petit comme Jérémy. T'es gonflé quand même. Ouais. Tiens, je te contredis pas sur ce coup-là. Et alors il est sympa, à part faire 6 mètres, on se dit que ça doit pas être facile de bosser avec un mec comme Marielle, non? Pourtant, non, si, si. Il a l'air un peu bougon, un peu, non? Oui, parfois, ouais. Je te rappelle qu'on est tous les jours à Kersauzon, nous. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est indélicat aux interventions. Hein, Moi, je ne suis pas encore allé au théâtre Édouard VII, mais plein de gens, plein de copains sont venus vous voir et m'ont dit... Alors là, Marielle, bon évidemment on le connaît, Marielle, on sait que c'est un excellent comédien, alors il va pas nous surprendre aujourd'hui, Marielle, il confirme simplement que c'est un excellent comédien. Mais alors, tout le monde m'a dit, mais alors Manu Payet, vas-y, cours-y, parce que c'est, pardon de dire ça parce que ça peut paraître un peu infamant au départ, mais c'est la surprise de la pièce de théâtre. Non mais c'est vrai. Mais non mais oui, parce que c'est pas si évident d'être à la hauteur de Marielle au théâtre. Alors j'espère que vous le prenez pour un compliment. Bien sûr, mais il a 88 ans maintenant. Mais c'est la surprise
surprise. Tout le monde m'a dit, mais quel excellent comédien Manu Payet dans cette pièce Audition. Donc j'ai hâte de venir vous voir. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch un peu de la pièce quand même? Oui, le pitch est très simple. C'est l'histoire de ces 3 comédiens donc qui arrivent sur un plateau où va avoir lieu une audition parce qu'ils ont été convoqués et qui attendent leur tour, qui attendent un rôle, qui attendent de pouvoir briller. Alors il y a celui qui vient depuis peut-être trop longtemps. Il y a celle qui est là et puis qui se demande s'il faudrait pas mieux qu'elle se retire et qu'elle aille faire autre chose. C'est Audrey Dana. C'est Audrey Dana. Et il y a le petit gars qui arrive et qui vient pour la première fois et qui lui passe son temps à poser des questions parce qu'il sait pas du tout, il est complètement flippé. C'est votre premier casting en quelque sorte. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça va plus loin que ça. Évidemment, on peut pas trop en dire. Bah, c'est une pièce de Jean-Claude Carrière, donc voilà. Forcément, c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas du boulevard, c'est une comédie quand même, mais pas que. Il y a un fond spirituel. Ah bah complètement. Comme chez nous quoi. Oui. Audition, c'est au théâtre Édouard VII avec Roger Dumas qu'on adore aussi, Hubert Saint-Macary et Kim Thiriot, j'espère que je prononce bien son nom. C'est bien prononcé. Et puis le trio Jean-Pierre Mariel, Audrey Dana, Manu. Dana. Là c'était mal J'ai dit prononcé. quoi? Donna, c'est les sandwichs. Les sandwichs, ça n'a rien à voir. Dana. C'est les trucs que tu bouffes sur l'autoroute. Audrey Dana, bien sûr, Jean-Pierre Mariel, Manu Payet, que vous ne connaissiez pas alors, Olivier de Kersauzon. Alors vous vous permettez comme ça de donner des coups à nos invités? Non, mais il répondait pas aux questions que je lui posais. Alors, il disait, mets ta main sur le micro et réponds aux questions que je te pose. J'étais déjà assez gentil de m'intéresser à lui, quand même. Il faut se défendre dans ces cas-là, tu le cognes dans l'épaule. Et pourtant, peut-être avec votre bateau, Non, me mêlez pas, me mêlez pas mes bateaux à vos cochonneries. Ah, si, peut-être avec votre bateau, vous êtes allé, au moment où Manu était encore enfant dans son île lointaine, vous êtes allé à la rencontre de cet enfant qui vous a demandé un autographe alors que... Vous vous souvenez Manu quand vous êtes allé demander un autographe? C'est quoi son île? Vous aviez 10 ans? La Réunion. Mais oui, je me souviens très bien, il m'avait d'ailleurs déjà tapé à l'époque. C'est pour ça qu'il a pas grandi. Pourquoi vous avez fait la grimace quand j'ai dit la Réunion, Olivier de Kersauzon? Il a fait la grimace. C'est pas un bord de mer très intéressant. C'est dans l'océan Indien, j'aime pas l'océan Indien. Ah oui, c'est normal, il est compliqué celui-là. Vous voulez quoi? Vous voulez un océan docile? Bah moi je serais vous, j'arrêterais là tout de suite. Là vous n'avez pas bien l'habitude, cher Manu. Ça m'a échappé, je m'excuse. Vas-y, je suis là, c'est un problème. Vas-y, je présente mes excuses. Je peux vous avoir un autographe de Michel Drucker? Désolé. S'il y a un problème, j'interviens de toute façon. Non mais c'est vrai, pourquoi vous n'aimez pas l'océan Indien? On peut savoir. C'est dégueulasse, il y a les malgaches, tout ça. Il y a des roses dans l'eau. C'est un système éolien d'influence continentale, donc c'est pas très intéressant. Voilà. Dites donc, Alfonsi, vous êtes viré. Pardon. Votre téléphone portable vient de sonner. Il y en a un qui a le droit de faire ça ici, c'est Olivier de Kersauzon. T'as vu à quel point il est branché Alfonsi, sa sonnerie, c'est les copains d'abord de Je comprends pas, j'avais mis le silencieux. Oui, ça c'est un truc de Corse. Comme tout bon Corse. Joli. Manu Payet, comment vous êtes retrouvé alors dans cette aventure théâtrale? C'était une envie depuis longtemps de jouer au théâtre, ça j'imagine, mais quand même vous aviez plutôt là une carrière partie pour le cinéma et ça semblait bien se passer. Alors c'est une proposition, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Bah en fait Bernard Murat donc avait du mal à trouver parce que un petit jeune. Oui, l'homme 1, parce que j'ai pas de nom en fait dans la pièce. Je suis donc homme 1. Il avait du mal donc à trouver cet homme 1 et puis on lui a suggéré, apparemment la légende dit que ce serait sa femme. Madame Pourquoi Murat. tu prendrais pas le petit Manu? Oui. Et voilà, donc Bernard m'a appelé, j'ai cru que c'était une blague moi au départ. C'est les blagues qu'on se fait pourries entre copains. Oui, c'est Bernard Murat. Oui, bien sûr. Bon, allez, c'est qui? Romain?